Salut les Pifio, ici Kit Charlemagne, Alexandre, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pod vidéo. Il s'agit bien d'une vidéo, non pas d'un podcast, donc je vous invite à passer en mode visionnage, car aujourd'hui, eh bien, ça va être surtout visuel en fait, hein, plus que audio, le contenu. On va se plonger dans des éditions de livres. Comme vous pouvez le voir en fait à l'écran, on est face à ma bibliothèque. Et en particulier en fait face à l'étage supérieur, au sommet. Celle-là c'est un petit peu le mont Olympe ou le mont Parnasse de ma bibliothèque, hein. J'ai même le Panthéon, hein, voilà, avec les grands ouvrages, les grands classiques dans leurs plus belles éditions, hein. Entre ici, la clos. Voilà, donc bon, effectivement, là, chopez pas un torticolis, hein. Je sais que là, du coup, bon, il faut regarder très très haut là. Et il y a encore même quelque chose au-dessus, hein. Là, c'est la première rangée que vous voyez ici, hein, la première rangée d'ouvrages. Mais en fait, il y a encore au-dessus, vous pouvez même apercevoir un petit peu derrière quelques pléiades, hein, encore, voilà. Donc à l'étage supérieur encore. Bon, on va regarder ça dans un instant. Là, j'ai posé la caméra sur le trépied pour avoir un peu les mains libres et faire la présentation. Et puis après, on va aller se promener là-dedans. Puis surtout, on va regarder les ouvrages un à un. Voilà, donc bon, aujourd'hui, il va s'agir vraiment exclusivement un peu de bibliophilie, ce qu'on appelle la bibliophilie. Donc non, ce n'est pas le fait de violer des bibliothèques ou alors de s'exciter, de faire des trucs bizarres avec des livres, hein, rien de tout cela. Voilà, évidemment, voilà. Donc non, aujourd'hui, ça va être vraiment une vidéo effectivement pour ceux qui aiment vraiment en fait l'objet livre, ce qu'on appelle l'objet livre. Voilà, donc qui ont le goût un peu des éditions un peu jolies, un peu cossues, un peu collector comme ça. Voilà, il y a certains très beaux objets, donc là on va s'intéresser à ça dans ceux que j'ai moi dans ma modeste collection. Et on va s'intéresser vraiment qu'à ça aujourd'hui, hein. On va se concentrer sur ça, on va pas aller explorer le reste, parce que voilà, du coup il y a le reste de ma bibliothèque, hein. Alors, voyez, je peux quand même vous donner un petit aperçu vite fait, hein, parce que vous connaissez, hein, on les voit dans mes lives derrière moi parfois, et puis bah, j'avais fait une vidéo de présentation, et oui, depuis, la bibliothèque a beaucoup grandi. Ouais, attention, alors là, regardez en bas, ah ça fout le vertige là, attention, là ça fout le vertige, hein, regardez pas trop en bas. Bon, bah, tout en bas, en fait, là, ce que c'est les ouvrages de jeunesse. C'est toute la littérature jeunesse, même les quelques rares bandes dessinées que j'aime, et c'est surtout voilà, les littératures jeunesse. Ça part même des contes de Perrault, les contes de fées, jusqu'à Mary Poppins, en passant par voilà, du Dickens, du Stevenson, enfin voilà. Juste au-dessus, là, c'est la fin du 19e siècle et le 20e siècle. Encore au-dessus, c'est bah, le 19e siècle, vraiment le cœur du 19e. Encore au-dessus, là, au premier rang, nous avons le 18e et le début du 19e siècle. Et derrière, nous avons, alors là, ça part du Moyen-Âge et en fait, ça passe par la Renaissance et ça va jusqu'au 17e siècle. Et bah, encore au-dessus, bah, vous voyez, comme on peut le voir, donc c'est l'Antiquité, avec le début du Moyen-Âge aussi, hein. Il y a le début du Moyen-Âge, avec le roman de la Rose et puis Dante, etc. Mais voilà, on reconnaît l'Antiquité aussi, voilà, quelques objets, voilà, ce portrait dit de Sappho, voilà, enfin, voilà, que certains considèrent comme étant de Sappho. Et puis bah, un petit peu mobile, hein, de Cléopâtre et de Jules César qui trinquent à cet étage-là. Et donc au-dessus là, bah, ce sont les beaux ouvrages, mais du coup sur le cinéma, sur l'art, sur l'histoire, les séries, tout ça, voilà. Donc bon, jeux vidéo éventuellement et tout ça. Donc voilà, bon, ça c'est des choses que j'avais un petit peu montré en partie pour ce que j'avais déjà quand j'avais fait ma vidéo sur la bibliothèque. Vidéo qui devra être du coup mise à jour, ça fait longtemps que je le dis, il faut vraiment que je fasse une nouvelle version de cette vidéo de bibliothèque parce qu'elle est complètement obsolète, vraiment. C'est une vidéo que j'ai faite il y a je crois 3 ans, un truc comme ça. Bon, bah, c'est bien simple, en 2 ans, là, les 2 dernières années, il y a eu plus de 250 nouveaux titres dans ma bibliothèque. Voilà, plus 250 nouveaux titres. Donc ma bibliothèque a quasiment doublé de volume. Je ne sais pas combien j'en avais à l'époque, parce qu'à l'époque, j'avais pas encore mon application de recensement d'ouvrages, mais à mon avis, on devait être sur du 200 et quelques, 300 grand max. Et bah là, on est passé, là j'ai 623 titres dans ma bibliothèque. Ce qui est très peu, hein, pour les gros littéraires, etc. et tout. Et il y a des gens comme ça qui ont beaucoup plus de livres. Mais je l'avais expliqué dans ma vidéo, je ne reviens pas dessus. Voilà, il y a chez moi des limites de moyens déjà, bien sûr. Il y a des limites d'espace, j'ai pas beaucoup de place. Et il y a aussi
tout simplement une ligne éditoriale. Moi, il y a une ligne éditoriale à ma bibliothèque, et puis aussi une condition simple. Moi, j'achète les livres que je lis, que je veux lire, voilà, et donc mes livres sont là parce que je les ai lus ou veux les lire de façon imminente. Ils sont pas là pour impressionner qui que ce soit. C'est pas une démonstration de force. C'est pas de la frime. De toute façon, personne ne vient chez moi. Voilà, c'est pas pour frimer devant des visiteurs. C'est vraiment mes livres. C'est les livres qui me tiennent à cœur, que j'aime. C'est une sélection. C'est vraiment, je tiens ce côté comme ça, sélectionné. Même s'il y en a beaucoup, bah, c'est beaucoup qui m'intéressent et que j'ai lu ou vais lire, qui sont voilà, qui me tiennent à cœur. Donc c'est pas là pour être exhaustif. Voilà, je ne lance pas une lourde accusation non plus contre les gens qui ont des très grandes bibliothèques, sous-entendu qu'ils n'auraient pas lu, etc. Mais je sais que ça existe quand même. Voilà, du coup, voilà. Donc j'ai peu de place, pas tant que ça de moyens, mais quelque part, c'est pas trop grave non plus parce que bien assez en tout cas pour accueillir les ouvrages qui me tiennent à cœur et qui m'intéressent et dont j'ai besoin. Et pour vous dire en tout cas que la bibliothèque a vraiment doublé de volume depuis l'époque où j'ai fait une vidéo, donc il est vraiment urgent que je fasse une mise à jour parce qu'il manquait plein de choses. Donc vous voyez, en plus il y a carrément une seconde partie, hein, voilà, donc ça c'est celle que j'appelle Juliette, cette bibliothèque là je l'appelle Juliette, voilà, en hommage à Juliette Récamier. Et donc là, sur le côté, on ne voit pas très bien, hein, voilà, mais là il y a une petite bibliothèque sur le côté, et bien cette petite bibliothèque c'est celle que j'appelle Audrey. Et donc bah, ça c'est entièrement nouveau. Tout ça, ça a surgi de nulle part, là, toute la bibliothèque à côté. Hein, donc vous savez qu'il s'agirait voilà, de compléter tout ça, hein, de faire une suite en fait à la vidéo sur la bibliothèque. Je le ferai. C'est pas immédiat, mais voilà, c'est tout à fait prévu, c'est imminent. Il me manque quelques titres, quelques mises à jour, je vais un petit peu me déplacer. Et voilà, donc nous aujourd'hui on va s'intéresser à cette partie-là. Hein, la partie supérieure comme ça pour regarder les beaux ouvrages, les belles éditions, rêver un petit peu. Mais voilà, là il n'y a pas trop de nouveautés dans cet étage-là. L'étage pop culture, beaux ouvrages de pop culture, etc. Donc c'est essentiellement en fait évidemment sur la littérature classique, hein, les autres étages, qu'il y aura des mises à jour à faire. Mais aussi et surtout, donc, comme je le disais, sur cette seconde bibliothèque que j'appelle Audrey. Vous voyez d'ailleurs, il y a le portrait de Juliette Récamier à droite et le portrait d'Audrey Hepburn à gauche. Donc voilà, pour illustrer les deux bibliothèques. Donc Audrey, c'est une toute nouvelle bibliothèque. Enfin, toute nouvelle. Elle a 2 ans maintenant, 2 ans et demi, 3 ans. Mais voilà, elle n'existait pas à l'époque où j'ai fait ma vidéo. Et du coup, tout ça, c'est nouveau et donc ça doit être mis à jour parce que c'est en fait, c'est des sciences humaines, c'est des essais. Tout ça, c'est les essais. Là, en gros, c'est littérature. Et là, c'est essai. Donc philosophie, sociologie, psychologie, etc. Voilà. Donc là, on a la philo. Là, on a tout ce qui est ouvrage sur l'amour, sur la sexualité, sur les mœurs, la prostitution, le suicide, la jalousie, enfin et autres joyeusetés humaines. Et en dessous, voilà, on a de l'histoire littéraire, histoire des idées, après les ouvrages spécialisés sur les écrivains, Proust, Stendhal, Baudelaire. Et puis là, vous voyez, vous avez justement, en parlant de Juliette et Audrey, ben, voilà, les biographies de Juliette Récamier et tous les ouvrages sur Audrey Hepburn. Alors ça pourrait compter dans les beaux ouvrages, ça, mais comme c'est pas de la littérature, et pas de la littérature classique, je vais pas en parler aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, ça par contre, ça s'inscrit dans la continuité comme ça de la pop culture qu'il y a ici. Et donc voilà, forcément, fait suite au cinéma, voilà, les ouvrages sur Audrey Hepburn. Donc voilà, bon, aujourd'hui, on va se concentrer sur donc, cet étage-là, l'étage supérieur, là où je range du coup voilà, les beaux ouvrages, hein, ça fait stylé au-dessus. Et donc vous voyez, au-dessus des ouvrages, des éditions, alors j'allais dire des livres anciens, ce ne sont pas des livres anciens, on va voir ça justement, c'est toute la nuance. Ce sont des œuvres anciennes, hein, des œuvres classiques, ce sont des belles éditions, mais ce ne sont pas forcément des livres anciens, à part quelques-uns. Donc on va justement voir ça. Mais ce sont des beaux objets. Et donc là en fait au-dessus voilà, nous avons donc les Pléiades. Voilà, la collection de Pléiades. Alors pareil qui est très limitée, hein, ces gens qui ont des Pléiades, une quantité énorme de Pléiades, toujours les mêmes raisons pour moi. Il y a un problème de place, hein, vous voyez là, déjà voilà, je ne peux pas en mettre beaucoup. Il y a un problème de moyens, d'argent, hein, forcément. Voilà, c'est très cher les Pléiades. Hein. Moi l'essentiel de mes Pléiades c'est des cadeaux, hein, c'est des trucs qui m'ont été offerts. Avec le temps, voilà, donc sur plus de 20 ans. Enfin, non, moins de 20 ans, une petite quinzaine d'années. J'ai eu ma première Pléiade à 17 ans. Ma première, c'était justement la première qui est là, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Et c'est assez joli parce qu'en fait, c'est mon meilleur ami, Imric Wilson du Salon 111, pour ceux qui regardent le Salon 111, bien qui m'en a fait cadeau, qui me l'a offert.
Voilà, c'est ma première Pléiade à 17 ans. C'était un cadeau d'anniversaire de sa part. Il savait que j'étais très fan, et voilà, donc c'est plutôt un joli symbole. Vous voyez, après, donc, il y a les stoïciens, Shakespeare, les œuvres complètes de Stendhal qui m'ont été offertes par Yves Ancel, mon maître, qui est lui-même un de ceux qui a fait cette édition, qui a établi cette édition, parce que c'est un des grands spécialistes de Stendhal en France. Donc voilà, c'est quand même cool, parce que non seulement c'est mon maître qui me les a offerts, mais en plus, il se trouve être celui qui s'est occupé de ces éditions-là. Les œuvres complètes de Baudelaire en 2 volumes, la correspondance complète de Baudelaire en 2 volumes, donc 4 volumes de Baudelaire, et Alice au Pays des Merveilles, enfin Lewis Carroll avec Alice au Pays des Merveilles et de l'autre côté du miroir. Voilà. Et donc tous ces volumes-là, déjà, je les ai lus. Tout ça, c'est lu. L'Iliade, l'Odyssée d'Homère, bien sûr, les Stoïciens intégralement, entre autres pour les recherches sur mon docu-fiction. Ce volume 1 des tragédies de Shakespeare, mais j'ai lu aussi d'autres tragédies de Shakespeare, donc j'ai même lu plus que ce volume-là. L'intégrale de Stendhal, l'intégrale de Baudelaire, œuvre et correspondance, et puis Lewis Carroll. Vous voyez, bon, encore une fois, là aussi, les Pléiades, elles sont pas là pour décorer, elles sont pas là pour faire joli, pour frimer. Elles ont été lues, énormément appréciées, et voilà. Donc, et on ne parlera pas de ça aujourd'hui. Je vais pas m'arrêter sur les Pléiades. J'avais parlé des Pléiades, vous savez, dans la vidéo lire des classiques et l'édition choisir, donc je ne reviens pas sur les Pléiades, en quoi ça consiste, avantages, inconvénients de ces éditions-là, tout ça. Je vous renvoie à la vidéo sur les éditions. Là, vraiment, on va se concentrer sur ces ouvrages tout en haut, là, voilà. Encore une fois, mode torticolis, là. On va les regarder un à un. Voilà, on va s'y intéresser un peu près. Je vais vous montrer un petit peu ça. Peut-être que ça peut vous donner des idées d'achat ou de cadeaux, ou simplement voilà, pour le plaisir des yeux, voilà, pour voir un petit peu ce qui peut se faire de joli. Voilà, c'est loin d'être exhaustif encore une fois. C'est, en gros, voyez, je peux vous montrer quand même, on va faire un survol des titres. Donc il y a La Divine Comédie de Dante, Les Mille et Une Nuits, traduction d'Antoine Galland, 18e siècle, Notre-Dame de Paris, encore Notre-Dame de Paris, Le Rouge et le Noir. Là, je crois qu'il y a du Zola ou du Balzac, je sais plus, ça c'est des volumes pour le coup que j'ai trouvé comme ça. Enfin voilà, donc je les identifie pas forcément, il faudra que je regarde à nouveau. On a du Balzac, on a du Laclos, Les Ondes Dangereuses, du Barbet d'Aurevilly. Il y a ce petit volume là qui est du Pascal, Les Pensées de Pascal. On va s'y intéresser parce que lui c'est pour le coup un véritable ancien. Les Ondes Dangereuses de Laclos, Les Paradis Artificiels de Baudelaire. Alors là, cet ouvrage-là, on voit pas le titre, mais du coup c'est Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Là aussi, on va voir ça de près parce que c'est intéressant. L'Ève future de Villiers de l'Isle-Adam. Conte pour les femmes de Banville. The Great Gatsby de Scott Fitzgerald. Le Hobbit de Tolkien. Le Seigneur des Anneaux du même Tolkien. Et puis Alice au Pays des Merveilles de l'autre côté du miroir de Lewis Carroll. Voilà, donc on va s'intéresser à ces titres-là. Donc c'est loin d'être exhaustif, encore une fois. Là, pour ces collections-là, ce sont des ouvrages que je trouve, entre guillemets, souvent par hasard. C'est des coups de cœur, en fait. Ça, souvent, c'est des coups de cœur. À double titre, d'ailleurs. Ce sont des coups de cœur pour l'édition. Je tombe dessus, je chine dans une librairie, puis là, je vois l'édition, je fais waouh, ça peut être un bouquiniste pour les livres d'occasion, ou alors une librairie pour les livres neufs. Donc j'ai un coup de cœur sur un objet, je trouve l'objet beau, et il se trouve que le coup de cœur sur l'objet lui-même ne suffit pas, il faut que ce soit un ouvrage qui me tienne à cœur. C'est pour ça qu'ici il y a une espèce de panthéon, parce que ce sont les versions en gros collector de plusieurs de mes œuvres préférées, vraiment de mes petits chefs-d'œuvre. Donc voilà, j'ai leur version normale, livre de poche ou le folio classique, et là en fait c'est la version pimpée entre guillemets, la version collector. Voilà, de même qu'on a des collectors pour les DVD, pour les Blu-ray, pour les CD, même parfois pour les éditions de jeux vidéo. Et bien là, voilà, c'est un peu le plaisir d'avoir une édition un peu plus jolie, un peu de luxe, pour des ouvrages qui me tiennent à cœur, pour mes œuvres préférées. Voilà, mais c'est vraiment au gré du coup de cœur, c'est pas recherché volontairement. Je suis pas bibliophile, là encore une fois, j'en ai pas les moyens, j'en ai pas forcément la place. J'ai pas non plus tant à fond que ça. Oui, j'aime les beaux objets livres, mais c'est pas une passion absolue. Je ferai pas des ventes aux enchères, encore une fois, pas les moyens, mais je suis pas dans cette frénésie de recherche d'ouvrages anciens ou de beaux volumes. C'est vraiment que voilà, soit on me les offre, parfois c'est des petits cadeaux, soit c'est des coups de cœur, et voilà. Donc on va s'y intéresser de plus près, je vais vous montrer ça. Et puis on verra une autre fois pour les autres ouvrages, pour la visite de la bibliothèque dans son ensemble. Il faudra vraiment que je le mette à jour ça, parce qu'encore une fois on est passé d'environ 200-300 ouvrages à 623 ouvrages, parce qu'il y a une nouvelle bibliothèque complètement nouvelle, voilà, avec les essais, etc.
Donc voilà, mettre un petit peu à jour tout ça, faire un tour d'horizon de ce que j'ai, vous présenter un petit peu les titres, et puis aussi ce sera l'occasion de faire un petit peu d'histoire littéraire, parce que du coup en fait on passera, vous voyez, comme j'ai pu vous le montrer, ma bibliothèque en fait est classée par ordre chronologique. Donc un étage, un siècle, plus ou moins en fait, non, parce que là oui, il y a plusieurs siècles dans celui-là, mais du coup l'idée ce sera de survoler en fait les siècles, et en fait à travers le temps du coup de faire un peu d'histoire littéraire, en fait d'en profiter pour faire de l'histoire littéraire, de rebondir de mouvement en mouvement, d'auteur en auteur, et comme ça de passer de l'Antiquité jusqu'au 21e siècle, en fait de voyager à travers le temps, et à travers en fait l'histoire des idées aussi, hein, de faire en fait une espèce comme ça d'histoire des idées et des mouvements littéraires. Ce sera l'occasion en fait voilà, d'une visite en présentant en plus les titres et les auteurs. Voilà. Donc on fera ça siècle par siècle ou étage par étage. Mais pour l'instant, voilà, on va se concentrer donc sur ces éditions-là. Donc c'est parti. On va commencer du coup par la première, hein, c'est-à-dire la Divine Comédie de Dante. Hop. Alors donc le premier ouvrage donc de cette collection j'allais dire encore une fois livre ancien, de belles éditions, c'est donc la Divine Comédie de Dante Alighieri, The Divine Comedy en anglais, car oui, on commence par une édition anglaise, américaine pour être précis d'ailleurs, mais voilà, on commence par une édition étrangère. Parce que c'est comme ça en fait, cette belle édition, c'est une édition américaine, donc du coup il fallait le texte anglais pour l'obtenir. Et c'est vrai que quand j'ai lu la Divine Comédie de Dante, j'ai tellement trouvé le texte extraordinaire, je suis tellement tombé fou de ce texte et de cet auteur, que c'est vrai que voilà, je suis devenu un petit peu collectionneur, un petit peu voilà, j'ai un petit fétiche, je me suis procuré un t-shirt, je me suis procuré différentes éditions, tout ça, et c'est vrai que quand j'ai découvert cette édition de la Divine Comédie, j'ai eu un véritable coup de cœur sur l'objet. Hein, voilà, très très bel objet comme ça, avec voilà, j'allais dire la tranche. Je crois que c'est plutôt le dos du livre. Ça, on appelle ça le dos du livre. La tranche, c'est ça. Qui est doré d'ailleurs. Vous voyez, doré sur tranche d'ailleurs. Hein, c'est ce qu'on dit, doré sur tranche. Hein. Alors c'est pas de l'or, hein, évidemment, mais voilà, donc, doré sur tranche. Quoique je dis ça, peut-être que c'est du, je sais pas, c'est comme la Pléiade, peut-être qu'il y a un petit peu d'or dedans. Il y a de l'or dans la Pléiade. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, doré sur tranche, le dos du livre, voilà, très joli. En plus, c'est vraiment solide, hein, oui, c'est du dur, hein, c'est vraiment très joli. En plus, ça, c'est magnifique. La quatrième de couverture, c'est vraiment cette illustration célèbre de Gustave Doré, hein, donc de Dante, hein, qui contemple le paradis, hein, la lumière divine. Voilà. Avec Saint Bernard, ce n'est pas Béatrice, hein, souvent on croit que c'est Béatrice avec qui il contemple cela. En fait, c'est Saint Bernard, il me semble. Je suis pas sûr pour le saint. Alors, non, c'est pas un chien, hein. C'est pas un chien, c'est pas Beethoven, hein, c'est bien Saint Bernard, il me semble. Bon, en tout cas, voilà. Donc, non, c'est vraiment déjà magnifique. Hein. Voilà, encore une fois, les dorures, tout ça, la retranscription de la gravure de Gustave Doré. Voilà, donc, oui, édition américaine. Donc, alors, c'est ce qui s'appelle l'édition Barnes Nobles. Alors, Barnes Nobles, c'est le nom du libraire qui commercialise cet ouvrage. Et Barnes Nobles, en fait, c'est une enseigne de librairie américaine. Voilà. Donc, c'est un petit peu, j'allais dire France Loisirs. Bon, c'est carrément plus que ça. Je sais pas, c'est peut-être l'équivalent de la Fnac américaine, j'en sais rien. Enfin, c'est une espèce de France Loisirs américain, on va dire, en quelque sorte. Hein. C'est une très grosse enseigne de livres américaine. Et en fait, ils font ça pour plein d'autres ouvrages. En gros, tous les chefs-d'œuvre quasiment de la littérature anglo-saxonne et un petit peu européenne sont disponibles en fait dans des éditions de ce genre-là. Il y en a des plus ou moins jolies. Celle des Mille et une Nuits est magnifique. Celles par exemple de Dickens sont un peu plus normales, plus ordinaires. Mais ça reste des très beaux volumes. Et il y en a qui les collectionnent, qui adorent ça. Il y a des vidéos sur ça, sur les éditions Barnes Nobles sur internet. C'est des très beaux objets. Moi, je n'ai que celle-là à ce jour. Mais c'est vrai qu'il y en a plusieurs que j'ai dans le collimateur et elles sont vraiment magnifiques. Hein. Si vous aimez la littérature anglo-saxonne, vous pourrez lire en VO comme ça les textes. C'est ça que là, l'originalité, c'est que c'est comme un texte italien du Moyen-Âge. Et j'ai la version anglaise du texte. Alors j'ai la version italienne, hein, la VO, j'ai la version française et j'ai la version anglaise. Alors cette traduction, elle est de Henry Wadsworth Longfellow. C'est l'édition c'est un peu la traduction de référence pour la Divine Comédie de Dante dans le monde anglo-saxon. Et on comprend bien pourquoi, parce qu'elle est superbe. Comme je lis évidemment mieux l'anglais que l'italien je ne le lis pas, hein, je ne parle pas italien, je comprends un petit peu parfois, mais je ne parle pas italien. Alors en revanche, l'anglais je le lis,
je le parle, et du coup, c'est vraiment une superbe traduction. Alors là, en plus, les illustrations de Gustave Doré, génial, hein, Inferno, hein, voilà. Et donc, c'est vrai que cette traduction, elle est magnifique. Pour avoir lu, moi j'ai lu La Divine Comédie en français, là, je peux vous dire qu'en anglais, je trouve même que ça sonne mieux. Donc, je pense que ma prochaine lecture de La Divine Comédie sera en anglais avec ce texte de Longfellow, parce que je trouve que c'est beaucoup plus musical, je trouve qu'on est beaucoup plus dans l'esprit. Moi, j'ai plus senti le côté poétique au sens formel, hein, non pas l'image, hein, le côté narratif, mais sur l'aspect formel, j'ai mieux senti la musique de la langue. Peut-être que l'anglais est plus adapté, je sais pas. Mais c'est vraiment magnifique, hein. Vous voyez, donc en français, c'est au milieu du chemin de notre vie. Je me trouvais dans une forêt obscure, car la voie droite était perdue. Hein, en gros, c'est les premiers mots, les premiers vers de la Divine Comédie. En anglais, c'est Midway upon the journey of her life, I found myself within a forest dark, for the straightforward pathway had been lost. Donc, je trouve vraiment, mais rien que les premiers mots, je trouve que c'est encore mieux en anglais qu'en français. Voilà. Donc moi, c'est vrai que maintenant, je préfère lire la Divine Comédie comme ça en anglais, voilà, avec la traduction de Longfellow. Vous voyez, en plus, les illustrations de Gustave Doré qui sont... ça, c'est quand même une édition magnifique parce que l'objet est beau et en plus, il y a tout. Une très belle traduction, une très belle mise en page, la typographie, les gravures. Bref, il ne manque absolument rien. Donc vraiment absolument magnifique. Là, je suis comblé avec cet objet, vraiment. Voilà, donc ça c'est tout l'enfer. Vous voyez, ça c'est Béatrice qui demande à Virgile d'aller aider Dante. Voilà, mais non, c'est incroyable. Cette édition, c'est la perfection pour moi. Tout est parfait. Ils n'ont rien raté. Alors oui, c'est une édition en anglais, mais à la rigueur, rien que pour l'objet, c'est joli. Mais si en plus vous lisez l'anglais, eh bien, lire la Divine Comédie en anglais, eh bien, voilà, déjà ça peut être un sacré cours d'anglais, intensif, hein, voilà, pour apprendre du vocabulaire un peu plus ancien, un peu plus érudit. Mais là, en plus, vraiment, ouais, c'est vraiment toute beauté, quoi. On est toujours en enfer, là. Je voulais aller au purgatoire, moi. Hop, à l'enfer, c'est le plus long. Hop, voilà. Donc chaque volume, c'est 33 chants, bien sûr, les 33 chants de la comédie, plus 1. C'est pour ça que l'enfer fait 34 chants. Il y en a 33 plus 1, donc 3 fois 33, 99, plus 1, 100, les 100 chants de la Divine Comédie. Là, on est dans le purgatoire. Et voilà, quoi. Non, c'est une superbe édition. Peut-être que c'est ma préférée de toutes. On commence direct par ma préférée de ma petite collection, là. Mais c'est vrai que pour moi, ça, c'est juste la perfection. Donc, puis c'est une œuvre qui me tient tellement à cœur. Donc voilà, que du bonheur. Alors, en plus, le papier est encore un peu comme ça, durci un petit peu, est un peu collé, on entend ici. Alors, je présente cette édition, en fait j'avais déjà présenté, hein, j'ai fait une vidéo où je présente ma collection Dante et Divine Comédie, et donc en fait j'avais déjà présenté cette édition là, hein, quand je l'avais reçue j'étais tellement content, j'avais fait une espèce de unboxing, et oui d'ailleurs j'avais dit ça, c'était un unboxing, j'en fais jamais, voilà, j'avais fait un unboxing, puis j'avais présenté ma collection Dante. Donc en fait là je radote un petit peu, hein, ça c'est de la redite, hein, pour il y en a qui connaissent déjà, donc on va passer au volume suivant, je m'attarde pas plus. Alors volume suivant, alors vous voyez je vous parlais je vous parlais à l'instant de des Mille et une nuits, hein. Je faisais allusion en parlant des éditions Barnes Nobles. Ben voilà, les Mille et une nuits. Alors ça c'est une très récente acquisition. En même temps je ne pouvais pas l'avoir avant parce que c'est tout récent. Ça vient de paraître au moment où j'enregistre cette vidéo. C'est paru à l'automne 2021. Et donc c'est une édition intégrale illustrée des Mille et une nuits à la Bibliothèque des classiques avec la traduction célèbre, hein, de référence d'Antoine Galland. Antoine Galland, qui au XVIIIe siècle est celui auquel on doit la première traduction française des Mille et une nuits, et même des contes inédits. Il faut savoir que les contes les plus célèbres des Mille et une nuits, je parle d'Ali Baba, de Sinbad le Marin et de Aladdin, c'est comme un petit peu les trois tubes des Mille et une nuits, eh bien, ce qui est drôle, c'est que ce sont précisément les textes qui n'existaient pas dans les Mille et une nuits originales, et qui sont des inventions d'Antoine Galland. Voilà, à l'époque, hein, le travail de traducteur n'a pas la même déontologie qu'aujourd'hui. On adapte, on ajoute, on fait un petit peu ce qu'on veut. Et voilà, donc Antoine Galland, une traduction très célèbre, qui est celle entre autres qu'a lu Proust. Hein. Proust a lu différentes traductions des Mille et une nuits, mais les Mille et une nuits étaient un des textes préférés de Proust, et il y a beaucoup d'allusions aux Mille et une nuits dans La Recherche du temps perdu. Et voilà, c'était vraiment un des textes favoris de Proust, hein, qui l'invitait un petit peu au rêve, comme ça, voilà, au dépaysement. Voilà, donc les Mille et une nuits, donc très 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 belle édition.
J'ai pas dit les prix, excusez-moi, j'ai pas parlé d'argent. Ça, c'est tout moi, ça. Je parle pas d'argent, évidemment. Bah là, on voit le prix. Hein. Là, c'est 29,95 €. Donc ça coûte 30 €, vous voyez là. J'aime pas trop parler d'argent, mais là, c'est bon, bah, effectivement, peut-être ce côté pratique. Alors, l'édition Barnes Nobles de Dante, je sais plus combien ça coûte. Je crois que c'est grand max 40 €. C'était entre 30 et 40 €, peut-être 25 minimum. Allez, entre 25 et 40 € pour Dante, la Divine Comédie. Ça, donc, c'est bon, en gros 30 € quoi. C'est pas la plus donnée, hein, voilà, mais bon, écoutez, c'est plutôt joli. Alors, vous voyez, à chaque fois comme ça, les intérieurs aussi, c'est très très beau. Hop. Donc, vous avez l'index des nuits, hein, voilà. Alors, les 1001 nuits qui ne comptent pas 1001 nuits, hein, en tout cas dans la traduction de Galland, mais qui comptent, alors oui, ça c'est les histoires ajoutées, hein, c'est le volume supplémentaire, qui compte 234 nuits. Voilà. Donc, vous avez, voilà, une petite réduc. Donc ça c'est voilà l'index, donc une petite préface. Alors la particularité des 1001 nuits dans cette édition là, et ça peut déplaire, ça c'est vrai que c'est le côté, c'est pas le plus sexy, c'est le récit en colonne. Alors ça c'est pour gagner de la place clairement, hein, c'est une question de place, hein. Mais c'est vrai que ça peut un petit peu déplaire. Voilà, le papier est joli, d'une bonne couleur, d'une bonne texture, les illustrations sont cool, il y a le texte intégral, c'est très bien, mais alors par contre c'est vrai que voilà, il faut lire en colonne. Bon, ça peut faire un peu texte sacré, après tout, la Bible est en colonne, les textes religieux sont souvent comme ça, écrits en colonne, et c'est vrai que bah, du coup, comme les 1001 nuits, ça a un petit côté un petit peu comme ça, ancestral comme texte et tout, bon, bah ça peut avoir du charme, voilà, d'avoir un texte en colonne, mais ça peut déplaire aussi, voilà. Vous voyez, donc Scheherazade, la magnifique Scheherazade, très jolie gravure. Hop. Voilà, donc là vous avez du coup bah, tous les textes, hein, les 1001 nuits. Bon après, hein, c'est du texte brut, hein, voilà, en gros, en colonne et tout, quelques illustrations de temps en temps. C'est pas hyper abondamment illustré hein, par rapport aux 1001 gravures dorées pour Dante, la Divine Comédie. Là, c'est vrai que c'est pas hyper généreux en illustration. Hein, c'est pas pour les images, les enfants. Hein, voilà, mais bon, c'est sympa quand même. Et voilà, donc c'est toujours cool à avoir. En plus, les 1001 nuits, hein, quand même, c'est pour s'évader. Très beau texte. La traduction de Galland est jugée très romantique, assez infidèle à bien des égards, mais très romantique et très jolie. Reste une référence. Voilà. Donc, bon bah écoutez, je vais pas en dire plus sur cette édition. Vous voyez, là, pour le coup, c'est une belle édition, mais c'est pas du tout un livre ancien. Hein. Ça vient de paraître, hein, ça date de l'automne 2021. Mais bon, voilà, c'est joli. Alors la suite, autre édition, bah voilà, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, 1831, si je ne me trompe pas, 1831, c'est ça, 1830 ou 1831, même année que le Rouge et le Noir, 1830 le Rouge et le Noir, mais je crois que c'est en même temps ou un petit peu après. Donc, alors en deux parties, hein, ce qui n'est pas le plus sympa ou le plus pratique, mais bon, c'est même ainsi que Victor Hugo l'a validé, non pas peut-être voulu, mais validé. Puisque là, il s'agit en fait du facsimilé, ce qu'on appelle facsimilé, hein, donc une reproduction de l'édition, non pas originale, hein, mais de l'édition, on va dire, définitive ou complète de Notre-Dame de Paris dans les œuvres complètes de Victor Hugo. En fait, Victor Hugo, bon voilà, vers la fin de sa vie, forcément, préparait en fait la réédition de ses œuvres complètes, hein, de l'œuvre d'une vie, hein, dans les années 1880 à peu près, je crois. Et donc, il y a ce qu'on appelle les éditions Hetzel, une édition très connue hein, de l'époque. Et en fait, la collection Hetzel, et du coup, dans cette collection, eh bien, il y avait la réimpression des œuvres complètes de Victor Hugo, validées par Victor Hugo lui-même. Hein. C'est Victor Hugo qui a approuvé ces éditions-là. Et donc, bien, voilà, on retrouve des reproductions de ces éditions-là. Là, en l'occurrence, ces volumes, c'est très simple. C'est, vous savez, des collections chez le marchand de journaux. Hein, c'est Hachette. C'est les éditions Hachette, vous savez, qui comme Altaïa, comme Del Prado, les trucs comme ça, vous savez, font des abonnements au numéro. Vous savez, on s'abonne comme ça, et puis le numéro 1, chez votre marchand de journaux, seulement 50 centimes, avec le fascicule, le produit. Voilà, vous savez, avec le prix d'appel, là, hein, le premier truc est à 50 centimes, puis à la fin, vous en avez pour 12 ou 24 euros par volume, par envoi, et puis bah, la collection vous revient à 2000 balles, hein, on connaît tous ça. Et puis personne l'a fini, ou alors elle-même s'interrompt. Bon, bah là, c'était dans ce cadre-là. J'avais de la chance parce que quand il y a eu la publicité pour ça, les premiers volumes, justement, le premier volume c'était Notre-Dame de Paris. Ça commençait par Notre-Dame de Paris direct. Donc bah, le prix d'appel du coup qui était dérisoire, je crois que c'était justement 50 centimes, 1 euro ou 2 euros, je sais plus, enfin c'était rien.
il y avait ce volume-là. Donc déjà le 1, c'était gagné. Le 2 n'est pas paru tout de suite. Ils ont d'abord placé Les Misérables, je crois. Et donc j'ai dû attendre que le 2 paraisse, un peu plus cher forcément. Je crois que ça coûtait, je sais plus, 9 euros, 9 euros maximum. Peut-être 5 euros ou 9 euros. C'était le début de la collection, donc ça allait encore. Voilà, en tout cas, bon, ça c'était voilà, simplement des trucs chez le marchand de journaux. Hein. Là, ça je l'ai trouvé chez le marchand de journaux. Ça, je l'ai commandé sur le site de Hachette parce qu'après, il faut commander les numéros suivants. Moi, j'ai juste commandé les deux Notre-Dame de Paris parce que c'est tout ce qui m'intéressait. Je suis pas très fan de Hugo, vous le savez. Mais en revanche, je suis fou de Notre-Dame de Paris. C'est un texte qui est très important pour moi à bien des égards. Et voilà, donc quand j'ai vu qu'il y avait une édition entre guillemets collector et surtout une reproduction de l'œuvre, de l'édition définitive Hetzel, bon bah il me le fallait quoi. Donc très content d'avoir ça. Voilà, donc l'objet est très joli, hein, vous voyez, hein, vraiment c'est toute beauté, hein, voilà, les motifs dorés comme ça sur voilà, c'est du dur là aussi, vous voyez, c'est très agréable la texture, hein, c'est vraiment des beaux ouvrages. Regardez, c'est magnifique, hein, c'est vraiment la reproduction, hein, c'est vraiment le facsimilé comme on dit. Hein. Vous voyez, en plus, ça c'est vraiment la typographie d'époque typique, cette écriture un peu grasse, pas très agréable d'ailleurs, mais bon, voilà, c'est vraiment cette typo un petit peu grasse qui est caractéristique. Le Ananke, hein. Voilà, donc ça c'est vraiment l'introduction de Notre-Dame de Paris, le tome 1. Hop. Voilà, donc bon après c'est tout simple, hein. Vous voyez, j'aime pas la typographie de l'époque par contre, hein. Ça je déteste ça, donc j'avoue que c'est pas la plus agréable, mais c'est comme ça qu'on faisait, donc le carib dans celui-là, hop. Les inconvénients de suivre une jolie femme le soir dans les rues. Un titre de Stalker, un chapitre excellent, où Gringoire suit Esmeralda dans les rues de Paris la nuit, fasciné par sa beauté. Extraordinaire. Les inconvénients de suivre une jolie femme le soir dans les rues. J'adore ce titre. Voilà, donc Phébus. Hop. Donc non, bah sinon, écoutez, pas grand chose à dire, hein, plus que ça, voilà, c'est juste que c'est un très bel objet, en plus c'est un peu collector, c'est une production quand même de l'édition définitive, mais voilà, hein, et c'est même pas cher, voilà, donc encore une fois, oui, c'est un faux ancien, hein, c'est pas un truc d'époque, hein, ça ne vaut rien, hein, ça n'a aucune valeur sur le plan bibliophile, parce que c'est pas l'objet original, hein, c'est juste des reproductions, c'est 50 centimes chez le marchand de journaux, faut juste être au bon endroit au bon moment, le trouver, avoir le coup de cœur, le prendre. C'est aussi bête que ça, hein, ça ne vaut rien, hein, voilà. Mais c'est juste joli et ça fait plaisir. Voilà, encore une fois, plaisir d'avoir une version collector des ouvrages qu'on aime. Voilà, pour Notre-Dame de Paris. Alors vous voyez, en parlant de Notre-Dame de Paris, hein, bah justement, encore une autre édition. Alors pour le coup, là, qui m'a été offerte, hein, c'est pour ça que je l'ai, parce que je ne sais pas si je l'aurais prise sinon, avec ce que j'ai, avec l'autre déjà que j'ai déjà. Voilà, donc ça c'est un peu plus simple, un peu plus beau de décoffrage. Je crois que c'est très récent aussi, hein. Alors, regarde, là le papier est un peu plus jauni, abîmé. C'est bon, je me plaignais de la typographie de l'autre, mais là c'est quand même pas très agréable. C'est écrit assez petit, c'est pas le tip top niveau confort et esthétique. Et je crois que c'est très récent aussi, ça. C'est des faux anciens, ça. C'est pas des vraies éditions anciennes, c'est des trucs de collection, les 100 livres. On va regarder 1980. Vous voyez, c'est 1980, donc. Voilà, c'est pas du tout ancien, ça c'est juste que c'est joli, c'est un bel objet. Voilà, mais c'est un peu plus, ça c'est un peu plus sobre et beau de décoffrage. Hein. Voilà, bon, il y a Stendhal, le rouge et le noir, même collection en gros, hein, voilà, donc 1980 aussi j'imagine. 1980, voilà. Bon, écoutez, c'est toujours l'occasion d'avoir une version un peu plus cossue qu'un folio classique ou un livre de poche, mais voilà, rien de transcendant non plus. Mais ça fait stylé. Alors je vais passer un petit peu vite sur ce que j'ai là. Parce que en fait c'est pas vraiment des ouvrages que j'ai voulu ou pris moi-même, en fait on me les a donnés. Donc, voilà, c'est des ouvrages qu'on m'a donnés, qu'on m'a offert. Donc je les ai pris parce que c'est joli et puis bah en plus c'est du Zola, vous voyez, c'est des classiques, mais bon voilà, c'est pas moi qui me les suis procurés et puis bon ils sont pas non plus dingues, hein. Vous voyez là pareil c'est assez récent je pense, voilà, c'est bien un petit portrait de Zola. C'est quelle année ça? Il n'y a pas d'année? Pas de millésime? Mais bon ça doit être des trucs assez récents. C'est joli ça, la lettre Z là comme ça. Initiales de Zola, mais j'arrive pas à trouver d'année de. Bah alors, donc je sais pas de quand c'est, mais voilà, à mon avis c'est des trucs, des années, je sais pas, peut-être entre 60 et 80, quoi, les années 60, 80, généralement ça ferait toutes ces périodes-là. Donc voilà, là on a du Zola, donc là ça en fait, ça c'est Germinal, rien que ça, le petit Germinal de Zola. Hop,
ça, en plus Henri Guillemin, alors ça c'est génial parce qu'Henri Guillemin c'est un des plus grands critiques littéraires et d'histoire littéraire qui existent. Enfin vraiment un super gars et qui a écrit des très bons ouvrages sur Zola, qui connaît bien, donc c'est cool de voir que les introductions d'Henri Guillemin, en plus vous voyez, avec des bons critiques. Voilà, donc ça c'est l'argent, hein, un volume des Rougon-Macquart, pas le plus sexy, hein, mais bon voilà, l'argent. Hop. Alors ça c'est un autre volume, vous voyez, même genre, alors je crois qu'il n'y a toujours pas d'année. Hein. Voilà, ça c'est du Dumas, hein, Alexandre Dumas. 82, vous voyez, on retrouve les années 80. France Loisir, vous voyez, ça, ça c'est pas étonnant. Tout ça en fait ça a du France Loisir, c'est l'espèce de... Vous voyez quand je parlais de Barnes Nobles, hein, un peu le France Loisir à l'américaine, bah voilà, ouais, c'est France Loisir à la France, France Loisir forcément. À la française, bah oui, c'est France Loisir. On propose des éditions comme ça, de ce genre-là, un peu cossues. Donc voilà, là c'est du Dumas, Madame de Montsoreau. Alors ça je l'ai pas lu, hein, je suis pas fan de Dumas. Hop, alors vous voyez, même procédé. Alors voilà, en plus avec le dos du livre qui est plutôt joli. Alors ça c'est du Stendhal. Ça c'est du Stendhal. C'est les chroniques italiennes de Stendhal que j'ai en plus en livre de poche basique, etc. Voilà. Bon, ça, vous voyez, comme c'est du Stendhal, ça fait quand même plaisir. Vous voyez, portrait de Stendhal. Donc, voilà, comme c'est du Stendhal, ça fait plutôt plaisir. 1968, vous voyez, c'est un peu plus ancien. En plus, on parle du RSS. Hein, c'est quand même joli. Traduction, adaptation réservée pour tous les pays, y compris l'URSS. C'est beau, ça fait un petit coup de vieux. Voilà, donc 1968, cette édition-là. Alors vous voyez, on est vraiment... Alors ça, je crois que c'est les notes. Ça, je me sens que c'est les notes. En fait, ça, c'est les appendices. Et je crois qu'il y a le volume principal qui est là. Alors vous voyez, en plus, toujours avec le même procédé, avec les initiales. Là, c'est la lettre S pour... la lettre S pour Stendhal, c'est malin, je mets le livre à l'envers, super. Voilà, donc hop. Alors pareil, belle introduction, hein, établi à noter par Victor Del Lito, grand spécialiste de Stendhal. Hein, donc c'est des gens sérieux qui font ça. Voilà, 1968, les chroniques italiennes, voilà, de Stendhal. Alors moi qui aime beaucoup Stendhal, ça fait toujours plaisir, voilà, d'avoir une belle édition comme ça. Après voilà, c'est pas dingue, hein, voilà, c'est pas rien de particulier non plus, mais ça fait plaisir. C'est un petit peu plus ancien. Voilà pour ces éditions en rouge qu'on m'a offert, m'a donné là pour le coup. Hein, c'est pas des trucs que j'ai trouvé moi-même. Je continue avec des petites éditions en pagaille comme ça, qui m'ont été données. Hein, voilà, donc par exemple là, un petit volume de la Comédie humaine de Balzac, c'est Illusion perdue. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Illusion perdue, moi j'ai l'édition folio classique évidemment, mais c'est cool d'avoir comme ça une version papier un peu ancienne. Alors on doit être dans les mêmes années, vous voyez toujours l'intérieur qui est très joli comme ça. Alors vous voyez, chez le bouquiniste 3 €. Hein. C'est vrai que j'ai pas parlé de prix à nouveau, j'ai oublié de vous parler d'argent. Mais là, les derniers volumes que je viens de montrer, comme c'est des trucs vraiment de bouquinistes, là on sort vraiment des trucs qui sont sortis récemment, qui coûtent 30, 40 € qu'on achète sur Amazon ou en Fnac ou en librairie. Là, on est sur des trucs de bouquinistes. Donc, vous voyez, vous fouinez chez les bouquinistes et portrait de Balzac. C'est bien, on révise nos portraits d'écrivains au passage. Et voilà, et donc là, vous voyez, on est sur des prix voilà, vraiment de bouquinistes. Hein, donc, c'est 3 €, c'est rien, tout ça, vous voyez, c'est très joli. Ça a l'air de luxe, etc. Mais en fait, c'est des livres d'occasion qui coûtent pas grand chose. Hein, voilà, 3 €, c'est vraiment donné. Hein. 66, vous voyez, c'est encore plus ancien que Stendhal. 1966, cette édition-là. Ah, c'est joli les illustrations, c'est pas trop mal là. Hein. Voilà, donc bon. Illusion perdue, pas mal. Hein. Voilà. Hop. Il y a un petit volume là. Alors ça, c'est du Barbet d'Aurevilly. Il me semble, hein, c'est ça, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, Jules Barbet d'Aurevilly. Alors oui, 2,80 €, toujours les prix vraiment les petits prix. Hein. 1972. Bon. Et ça s'appelle L'amour impossible. Alors c'est un texte que je ne connais absolument pas, qui d'ailleurs je pense n'est pas connu. C'est vraiment, ça doit être un texte de jeunesse de Barbet d'Aurevilly, ça. Voilà, donc c'est un petit texte. Je ne l'ai pas lu, hein, j'avoue, là, celui-là je ne l'ai pas lu. Voilà, parce qu'on me l'a donné, voilà, c'est pas moi qui me le suis procuré, donc bon, écoutez, je l'ai pris. Il faudra que je le lise un jour, pourquoi pas, ça peut être sympa. Mais je pense que c'est une œuvre de jeunesse, hein, c'est pas une vieille maîtresse ou Les Diaboliques, hein, qui sont les textes plus connus de Barbet d'Aurevilly. Alors, on passe à la clos avec 2 éditions très différentes. Alors, celle-là m'a été donnée. Celle-là, voilà, c'est une édition qui m'a été donnée comme ça, un peu dans l'esprit des autres. Hein, c'est un peu le même genre. Voilà. Et oui, c'est joli. Hein, on a quand même à l'intérieur. En fait, je dis ça, on m'a été donné. En fait, celle-là, je me souviens que je me la suis achetée. J'ai eu un coup de cœur. Non, je dis n'importe quoi. J'ai eu un coup de cœur sur celle-là. J'ai trouvé ça assez joli là. La petite peinture comme ça, 18e siècle libertine. Et puis bah voilà, je suis content de trouver un volume ancien des Liaisons dangereuses que j'aime beaucoup, hein, un grand texte magnifique. Et voilà, une introduction d'un spécialiste, voilà. Et j'avais trouvé ça assez joli, voilà.
Hop, le format, tout ça. Avec en plus, voilà, des bonnes annotations. Le papier très agréable, enfin, c'est assez joli, c'est une bonne édition. Je trouve qu'il y a un papier qui vieillit très très bien. Assez agréable, bonne aération du texte et tout. Enfin voilà, c'est très très bien. C'est une très bonne édition, ça. Très très bonne édition ancienne qui joint le confort un peu moderne avec l'objet cossu, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça c'était rien, ça c'était genre 2,80€, 3€. Voilà, c'était vraiment donné là aussi. Hein. Je sais pas de quelle année elle est, je crois que c'est les années 60, ça, hein, il me semble, hein, si je me souviens bien. 67, voilà, 1967 l'édition là, donc voilà, c'est très sympa. Et ça en revanche, cette édition là, très jolie, c'est très récent. C'est récent ça en fait, hein. C'est pas du tout un truc ancien. Ça c'est paru, on va le voir d'ailleurs, mais je crois que c'est paru en 2020 ou en 2019, hein, c'est très très récent. Hop, je regarde s'il y a un millésime quelque part. 2021, vous voyez, achevé d'imprimer en 2021. Donc en plus voilà, c'est vraiment, au moment où j'enregistre, c'est vraiment récent. Alors donc ça c'est les éditions Brajlon qui ont maintenant une collection qui s'appelle Hauteville. Et Hauteville, du coup, c'est une collection d'éditions de classiques en format comme ça, voilà, en très joli format, c'est vraiment très très beau. Et alors, eux, leur truc à la base, c'est plutôt les classiques anglais, parce que vous voyez, ils disent dans la même collection, alors, il y en a d'autres depuis, hein, vous voyez, Orgueil et Préjugés, le journal de Monsieur Darcy, Emma, Raison et Sentiment, Persuasion. Donc en fait, en dehors des liaisons dangereuses de Laclos, tout ça, c'est du Jane Austen en fait. C'est Jane Austen, c'est de la littérature anglaise, hein, début 19e. La fameuse Jane Austen. Donc voilà, donc eux, ils sont plutôt dans les. La fameuse scène hein, où Valmont écrit une lettre à Madame de Tourvel en se servant du corps d'une femme pour pupitre. Hein, une scène libertine et dépravée par excellence, hein, célèbre des liaisons dangereuses. Donc il y a quelques gravures, vous voyez, donc les illustrations en plus ça fait plaisir. Mais voilà, ça c'est vraiment des super éditions parce que l'objet est magnifique, hein, vraiment l'objet est vraiment superbe. Mais en plus, le texte est très aéré, c'est très agréable. Le papier est vraiment joli, d'une parfaite couleur comme ça, très reposante, d'une très bonne texture. Il a de la consistance et c'est hyper aéré les lettres. Vous voyez, c'est vraiment comme ça. Chaque lettre est rejetée sur la page suivante. Et voilà, c'est écrit en gros caractères. Enfin, c'est très agréable, très très confortable à lire ça. Ça, c'est top confort. Hein. Vraiment, moi j'adore. Hein. Donc vraiment je recommande. Alors ça coûte 25€. Voilà. C'est super récent, hein. C'est vraiment c'est du bel objet, mais c'est pas une édition ancienne. Hein, voilà. Donc ça coûte 25€. Mais ça vaut le coup parce qu'on a vraiment un confort de lecture. C'est un très bel objet qui va durer dans le temps. Donc voilà, je recommande. Ah non, 19,90, oui, je vous dis des bêtises en plus. C'est un autre qui coûte 25€ de la même collection. Celui-là c'est 19,90, voilà. Vous voyez en plus on est sous la barre symbolique des 20€. Alors là, on fait une escale sur un véritable livre ancien. C'est l'ouvrage le plus ancien que j'ai dans ma bibliothèque. C'est un miraculé quasiment. Je ne connais pas l'histoire de ce livre. Je sais juste comment il m'est parvenu. Alors, c'est donc Les Pensées de Pascal. Voilà, d'ailleurs, c'est marqué là, hein, vous voyez. Hein. Les Pensées de Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets. Édition nouvelle, augmentée, de beaucoup de pensées, de la vie de l'auteur et de quelques dissertations. À Amsterdam, chez Henri Wettstein, ouais. Non, Wettstein, ouais. 1699. 1699. Donc ce livre date du XVIIe siècle, techniquement, ça compte pour le XVIIe siècle, mais en gros début XVIIIe on pourrait dire, mais non, en fait fin XVIIe. Cette édition serait de 1699. Donc ce livre-là, il a 400 ans. Non, pas 400 ans, attendez. Il a 320 ans, c'est ça hein, si je calcule bien, il a 321 ans. Il y a plus de 3 siècles en tout cas. Donc ce livre-là a été fabriqué, a priori, imprimé avant la Révolution française, bien avant évidemment, hein, quasiment un siècle avant. Il a été même imprimé, édité avant la mort de Louis XIV. Louis XIV est mort en 1715. Hein, fin du règne de Louis XIV, 1715. Et là, on est en 1699. Donc il reste 15 ans, 16 ans de règne à Louis XIV quand ce livre paraît. Donc, bon,
Vous voyez, c'est très vieux. En plus, on reconnaît la typographie typique de l'époque, parce que vous voyez, les S prennent la forme de F. Hein, de beaucoup de pamphlets sur la vie de l'auteur et sur quelques dissertations. Hein, donc c'est pas quelqu'un qui zozote, hein, c'est parce qu'à l'époque, la graphie des lettres fait que du coup, les S ressemblent à des F. Voilà. Donc bon, c'est très touchant. C'est un ouvrage qui m'a été offert par un vieil ami. Littéralement un vieil ami, non pas un ami dans le temps, voilà, ça fait très longtemps, c'est juste que c'est une personne qui était déjà âgée quand elle me l'a offert, qui est toujours là d'ailleurs. Voilà, et qui, je sais pas, qui l'avait, qui me l'a donné. Très gentiment, voilà. Donc je me suis retrouvé avec cette édition de Pascal. Alors je suis pas le plus grand fan de Pascal, mais j'aime quand même beaucoup. Beaucoup de textes de Pascal sont quand même extraordinaires. Et puis ça se refuse pas, hein, ça peut être quel auteur classique, voilà, c'est quand même extraordinaire. Donc très très bel ouvrage, voilà, les pensées de Pascal. Des fins de Dieu de feu cassé. Non, le dessin de Dieu de se cacher. Hop, voilà. Donc avec la vieille graphie. Donc ça c'est magnifique. Hein. Je sais pas. Alors ça je sais pas combien ça vaut. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'en termes de bibliophilie, du coup, quelle valeur a un ouvrage de cet âge-là, une édition de cet âge-là, quelle est son histoire, j'en sais rien. Je sais pas par quelle main il est passé. En 3 siècles, il a quand même connu il a connu la mort de Louis XIV, il a connu la Régence, il a connu la Révolution française, l'époque napoléonienne. Ce livre-là, il a... Waouh! On se demande par quelle main il est passé, ce qui lui est arrivé. Voilà. Mais ça fout un peu le vertige, c'est magnifique. Donc c'est pas un incunable, hein, c'est pas ce qu'on appelle un incunable, mais en tout cas, même si c'est plus récent que ça, ça reste quand même un sacré collector. Je suis très content de l'avoir, ça fait plaisir. Ça c'est un vrai ancien pour le coup. Donc en effet il est un peu moins joli que les autres du coup, voilà, mais en revanche il a pour lui son âge et voilà, son prestige. Mais je serais curieux de savoir par quelle main il est passé, ce qui lui est arrivé. C'est presque plus son histoire qui est intéressante vu son ancienneté. Et je sais pas quelle valeur il a. Je sais pas si ça vaut rien, je trouve que ça vaut absolument rien, si ça vaut que dalle, ou si au contraire ça a une certaine valeur. Non, c'est rien. Il faudrait peut-être expertiser un jour, hein, si je sais à qui m'adresser. On passe à du Baudelaire. Alors, je vais commencer volontairement par cette édition-là, donc des paradis artificiels, parce qu'elle est un petit peu spéciale. Elle est toute particulière. C'est un petit peu du sur-mesure cette édition-là. Hop. Alors, vous voyez, 3 euros. 3 euros cette petite merveille. Hein. 3 euros. Alors, bon, en même temps, je dis petite merveille, en fait, c'est une petite merveille qui n'était pas si merveilleuse que ça au départ. Donc, je vais vous expliquer. Moi, en tout cas, j'ai lu les paradis artificiels dans cette édition-là. Les paradis artificiels, je l'ai lu dans cette édition. Vous voyez, il y a le spleen de Paris en plus au début. Hein. Ils ont mis le spleen de Paris, donc ça c'est chouette. Hop, il y a le spleen de Paris et les paradis artificiels. Mais moi j'ai lu les paradis dans cette édition-là. Oui, donc cette édition-là, elle m'a été offerte par mes copines de la Fabrique Onirique, la boutique steampunk dont je parle souvent, que je vous recommande fortement. Il y a un site, vous pouvez même commander les produits, etc. si vous aimez le steampunk, donc, qui est à Nantes. Donc voilà, ce sont des amis qui tiennent ça. Et connaissant mon amour pour Baudelaire, elles ont trouvé dans le bouquiniste en face, il y a un bouquiniste juste en face où je vais de temps en temps, elles avaient trouvé cette édition des paradis artificiels. Et là, elles se sont dit, ça fait trop penser à Alex, on va lui offrir. C'est vraiment très sympa, j'aurais pu le garder pour elles. Elles se sont dit, non, ça c'est pour Alex. Et elles m'ont fait un cadeau exceptionnel parce qu'en plus de m'offrir déjà l'édition elle-même qui est très jolie, qui est très sympa, voilà, c'est du solide et tout, c'est les beaux motifs. Elles y ont ajouté leur petite touche, leur talent, le talent de leur boutique. Et elles ont incrusté, vous voyez, ces petits... je sais pas si on voit bien en fait, elles ont incrusté ces petits... je sais pas comment on peut appeler ça d'ailleurs. Ces petits bijoux, j'en sais rien. Ces petits diamants. Je sais pas comment on appelle ça. Et ce médaillon. Le médaillon là, qui est magnifique, qui s'incruste si bien au milieu, on croirait qu'il est d'origine, on croirait qu'il est là de base. En fait, ce médaillon n'était pas là de base. Ça a été ajouté, c'est une fabrication de mes amis. Et ça a été ajouté par elles. Voilà, pour la beauté du geste et pour l'esthétique. Et c'est juste magnifique. Donc j'étais tellement touché, je trouve ça vraiment génial. Donc pour un truc qui à la base coûtait 3 euros chez un bouquiniste, et bien voilà quand même, hein, le spleen de Paris et les paradis artificiels, comme ça, dans une belle édition, avec voilà, cette petite touche personnelle qui est unique. Du coup, c'est vraiment une édition qui est sur mesure pour moi, avec ces petits médaillons.
de Baudelaire, c'est extraordinaire. Ça, c'est une de mes éditions préférées, évidemment, ça me tient à cœur, aussi bien l'œuvre, l'auteur, que le geste que ça représente, et voilà, la beauté de l'objet et son côté unique. Donc vraiment superbe. Pour rester dans Baudelaire, donc on a ici une édition des Fleurs du Mal. Alors ça, pour le coup, ça a l'air ancien, c'est effectivement de l'ancien, mais c'est quand même du récent, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors cette édition, vous pouvez la trouver dans le commerce sous cette forme. Voilà, parce que c'est une édition très récente, je vais vous expliquer ce qui se passe, c'est sorti en 2021, l'année du bicentenaire de la naissance de Baudelaire. Baudelaire né le 9 avril 1821. Donc pour le bicentenaire, il y a eu beaucoup de rééditions de livres autour de Baudelaire, édition des Fleurs du Mal, tout ça et tout, et donc celle-ci en est une. Et donc voilà comment vous trouvez le livre dans le commerce. Alors il coûte assez cher, il coûte 39 € au passage, c'est quand même 39 €, c'est assez cher. Et voilà donc sa forme. Donc vous allez me dire, entre ça, cette couverture-là, et donc ceci, Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, dans une sobriété totale, vraiment en mode livre ancien, il y a quand même une petite différence, un gouffre. Alors certains d'entre vous trouveront peut-être cette couverture, voilà, pas très jolie, ça dépend. Certains peut-être trouveront ça sympa, stylé et tout. D'autres trouveront que c'est un peu dommage, que le vert est pas très approprié, que le dessin aurait pu être mieux. Eh bien, attention à ce que vous dites, puisque moi, quand j'ai eu le livre et que du coup, j'ai décidé très vite de me dire, là, pour le côté livre ancien, je vais plutôt enlever la couverture, je vais garder juste comme ça le livre dans son état comme ça, un peu collector, et que j'ai retiré cette couverture-là. J'ai vu derrière dans les crédits image, crédit photo, crédit illustration de couverture, Clara Luciani. Alors, je me suis dit, moi, mon réflexe c'était de me dire, tiens, la dessinatrice de l'illustration, c'est marrant, elle a le même nom que la chanteuse, elle s'appelle comme Clara Luciani. Et puis en fait, en me renseignant, et puis en plus en la voyant sur France 2 dans le numéro de Stupéfiant qui était consacré à Baudelaire, eh bien, j'ai découvert qu'en fait, c'était bien Clara Luciani. C'était la chanteuse, de La Grenade, de Le Reste, de chansons que vous connaissez. C'est bien la chanteuse Clara Luciani qui a été mise à contribution, appelée pour dessiner l'illustration de cette couverture des Fleurs du Mal de Baudelaire. Donc attention à ce que vous dites. Moi, j'aime beaucoup Clara Luciani, donc voilà. Même si je dois admettre qu'au départ, j'étais pas méga fan de la couverture, parce qu'encore une fois, je préférais moi, le livre comme ça, dans son état le plus sobre. N'empêche que là, du coup, je me disais, tiens, quand même, Clara Luciani, ça fait plaisir. Il se trouve que peu de temps après, coïncidence de timing, Clara Luciani était de passage à Nantes, dans la brasserie Art Nouveau de Nantes, qui s'appelle La Cigale, un célèbre endroit très joli, et brasserie historique. Et donc, elle venait pour un enregistrement d'une émission de radio, une matinale de Hit West. Et donc, c'était l'occasion de la rencontrer en petit comité. C'était vraiment, il y avait peu de publicité sur l'événement. J'ai découvert ça un peu à la dernière minute. Donc, moi qui passe après une nuit blanche, à lire Proust, je me suis rendu à La Cigale de bon matin, alors qu'il n'y avait personne, alors que la ville dormait encore. Et donc, avec quelques fans apparemment au courant, quelques aficionados. Pourtant, j'étais pas vraiment fanboy. Et donc, je me suis incrusté à l'événement. Et donc, on était peut-être 7, 8, maximum 10 à venir assister à l'enregistrement de l'émission. Et donc j'ai pu rencontrer Clara Luciani, qui ce jour-là était avec Amir, le chanteur Amir, qui est très très sympa, aussi un très sympathique personnage, Amir. Qu'on aime sa musique ou pas, Amir c'est vraiment quelqu'un de souriant et de solaire. Donc il y avait Amir et Clara Luciani. Et donc j'ai pu rencontrer Clara Luciani, parce que du coup, moi je me suis dit, moi j'ai pas de CD de Clara Luciani, je dois admettre, j'ai pas les CD de Clara Luciani, j'aime ses chansons mais j'ai pas les CD. Donc j'avais pas de CD à lui faire signer, mais j'avais ce volume des Fleurs du Mal. Et je me suis dit, tiens, alors là, à mon avis, je pense que c'est pas beaucoup de monde qui va aller voir Clara Luciani et qui n'aura pas de CD à lui présenter, mais un volume des Fleurs du Mal. Parce que déjà tout le monde n'a pas forcément cette édition-là qui coûte quand même 39 €, c'est vraiment pour les gros fans. Parmi les gens qui ont cette édition-là, tout le monde n'a pas percuté que c'était Clara Luciani qui avait fait la couverture. Et donc, c'est pas tout le monde qui va lui présenter ça. Donc, après l'enregistrement de l'émission, au moment où on pouvait, à une pause, c'était plutôt pendant la publicité, entre deux parties de l'émission, je suis allé la voir. Et donc elle m'a tout de suite identifié à ma vue avec ce volume-là des Fleurs du Mal. Et elle a tout de suite reconnu, elle a reconnu son illustration. Alors elle m'a vu, puis elle a fait « Ah, trop bien, vas-y, viens. » Donc elle m'a dit « Viens. » Et donc du coup, elle m'a signé ce mot. Alors très court, vous allez voir que le mot le plus bavard c'est Amir, c'est la grande ironie de la chose. Voilà, à Alexandre, bonne lecture, les 3 petits cœurs, Clara. Voilà, c'est très sobre,
Hein, c'est pas. J'ai eu beau essayer de lire à l'envers, de lire la première lettre à chaque fois. Il n'y avait pas de message codé amoureux, de numéro de téléphone, il n'y avait rien. Elle n'a rien laissé, hein, vraiment. Hein. Bon voilà. À Alexandre, bonne lecture, Clara. Et bon bah après comme Amir était là tant qu'à faire, bon bah Amir j'avais rien à lui faire signer, pareil j'avoue. Donc bah je me suis dit bon bah Amir, Clara m'a signé cette édition dont elle a dessiné la couverture, il ne le savait pas, elle a dessiné la couverture des Fleurs du Mal là pour cette édition là. Tu veux me laisser un petit mot aussi tout ça Et il m'a laissé un mot et Amir voilà à l'image de ce qu'il est hyper sympa. Clara a fait la couverture et moi la petite préface que tu es en train de lire Alexandre avec une signature on ne peut plus sobre. Hein. Clara, on voit bien, bah là, Amir, ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait être la signature de mon médecin, ça. Mon médecin traitant. Voilà. Mais en tout cas, vraiment, voilà, mot très gentil. Vraiment, pour le coup, Amir, très inspiré. Hein. Clara a fait la couverture, et moi, la petite préface que tu es en train de lire, Alexandre. Très joli. Très joli mot d'Amir. Voilà. Mais Clara Luciani, voilà, du coup, bah, m'a signé cette édition qu'elle a illustrée. Je te sens chasser mon souvenir qui palpite encore, qui va bientôt mourir. Laisse mon pauvre cœur qui a tout inventé. Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché, je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton curé, comme beauté perdue sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens au laisse les souvenirs de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Alors bon, maintenant qu'on a fait un peu la phase 50 plus inside, mes loups, tweetez, les loups, Clara Luciani, nouvelle star, c'était l'année Clara Luciani. Voilà, bon, maintenant qu'on a fait le moment people 50 minutes inside, on va quand même reparler littérature et voilà, redevenir professionnel. Donc je vais enlever la couverture de Clara. Clara sans rancune, désolé, hein, mais voilà, soyons clairs. Bon, voilà, hop, c'est quand même ça, bon, un peu plus de solennité et de gueule, on va dire. Hein, donc Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Calmant Lévy. C'est les éditions Calmant Lévy qui ont fait ça pour le bicentenaire de la naissance de Baudelaire. Et en fait, eh bien, cette édition, c'est le fac-similé. On retrouve, vous voyez, un fac-similé. C'est le fac-similé de l'édition définitive des Fleurs du Mal que préparait Charles Baudelaire alors qu'il était en train de... il était mourant, quoi, vraiment, il était vraiment à toute fin de sa vie. Hein. Il ne l'a pas vu, cette édition-là, il n'a pas pu la tenir entre ses mains, que je sache. Il est mort avant, mais en revanche, il l'a validé. Il l'avait validé. Et sachant le perfectionnisme de Baudelaire en termes d'impression, d'édition, bon, on peut lui faire confiance. Voilà, juste son côté pinailleur qui a rendu fou les imprimeurs, plusieurs fois. Voilà, donc ça, c'est Les Fleurs du Mal, dans l'édition définitive. Voilà, hop, avec les pièces retirées, il y a tout. Hein. Il y a les pièces retirées, les pièces du procès, tout ça. Donc bon, il y a des ajouts. Hein. Il y a une préface, il y a des... Voilà, il y a une notice à la fin, bon voilà, donc en plus c'est vraiment une édition une édition critique, hein, une édition renseignée avec des notes et tout, hein, c'est bien foutu. Et ça c'est super récent, hein, voilà, c'est un facsimilé d'une ancienne édition, mais l'objet lui-même hein, est tout à fait récent, hein, mais assez coûteux quand même, hein, 39 €, hein, donc bon, il faut être fan, hein, mais voilà, bon, moi évidemment, Baudelaire était si important pour moi que voilà, c'est impossible de passer à côté de cette édition. Voilà, donc le reste, je vous le laisse. Le reste, je vous le laisse. Mon petit bonus dans les beaux ouvrages, il n'est pas dans mon étage parce que je n'ai pas la place et puis aussi il n'est pas en format solide, carton, c'est un format souple. Il n'est pas dingue comme ça en apparence. Oui, on a directement le prix, 26 €. Hein, vous êtes spoilé sur le prix, hein, 26 €. Mais c'est quand même assez joli. Donc c'est le fac-similé des plaisirs et des jours de Proust. Donc c'est un ouvrage de jeunesse de Proust paru en 1896, donc il avait 25 ans. Ça lui a valu un duel, il a reçu une très mauvaise critique, il n'a pas supporté la remarque insolente de quelqu'un qui faisait allusion à sa sexualité, et du coup il l'a provoqué en duel, donc c'est je crois un des rares duels de Proust. Voilà, illustré par Madeleine Lemaire, une amie de Proust, un très beau dessin, fleuri, tout ça.
Préface d'Anatole France, l'idole de Proust, une des idoles de Proust, il y a des modèles de Bergotte dans la recherche. Et puis 4 pièces pour piano de Reynaldo Hahn, un ex de Proust, rien que ça, un ex, voilà, qui faisait de la musique et qui est resté un très bon ami. Et oui, Proust restait ami avec ses ex. Donc voilà, bon bah écoutez, des magnifiques illustrations. Donc ça c'est le facsimilé, on retrouve un peu l'écriture d'époque encore une fois, la typographie typique de l'époque. Et donc ça c'est un facsimilé, c'est une reproduction exacte du volume tel que paru à l'époque. Donc c'est quand même chouette parce qu'on a vraiment les illustrations. Dans la version folio classique, on n'a pas toutes ces illustrations là. Donc c'est quand même très chouette de voir vraiment l'ouvrage tel qu'il est paru à l'époque, parce que c'est un vrai. Les plaisirs et les jours, c'est vraiment un objet. C'est pas seulement un livre, c'est vraiment un objet quoi, singulier. C'est des illustrations, c'est de la musique, c'est du multiformat. C'est un peu du transformat avant l'heure et transplateforme. Et voilà, donc c'est vraiment extraordinaire. Voilà, c'est un très bel ouvrage. Bon, c'est pas la recherche du temps perdu, voilà, bien sûr, mais c'est sympa avec des nouvelles comme ça qui ont fait date, la fin de la jalousie, Violente ou la mondanité, c'est quand même sympa, Dîner en ville, tout ça. Voilà, donc Confession d'une jeune fille, vous voyez, c'est les dessins typiques de Madeleine Lemaire et les fleurs comme ça et tout. Les partitions de Reynaldo Hahn, pour ceux qui savent lire la musique et qui peuvent la jouer, pour les portraits de musiciens, voilà. Donc ça c'est une édition sympa, ça coûte un petit peu cher, ça coûte 26 €, donc faut être fan, faut aimer Proust, puis faut avoir un coup de cœur pour l'objet. Encore une fois, pas dingue en apparence comme ça, mais bon, voilà, c'est quand même une... Bon, Bernard de Fallois qui fait ça, édition de Fallois, parce que c'est celui qui a beaucoup contribué à éditer les textes, genre Jean Santeuil, tout ça, tous les textes un peu complémentaires, les 75 feuillets et tout. Voilà pour Marcel Proust et pour les plaisirs et les jours. Alors, cette édition, c'est celle d'un ouvrage que j'ai découvert tardivement, parce que je n'en ai jamais entendu parler avant, contrairement à certains classiques, qui était L'Ève future, que j'ai découvert en 2018, je crois, 2018-2017, je ne sais plus quand je l'ai lu, et qui a été un véritable coup de cœur. Vous voyez, c'est pas marqué dessus, c'est pas évident. Je vais vous montrer comme l'édition folio classique. Voilà, pour le coup, je vous mets en comparaison l'édition folio classique basique, entre guillemets, de L'Ève future de Villiers l'Isle-Adam. Voilà, donc ça se présente comme ça. Voilà. Ça, c'est un texte que j'ai beaucoup lu, que j'ai adoré, donc 1886. Et donc, oui, L'Ève future, ça a été un coup de cœur énorme. C'est extraordinaire. C'est vrai que c'est un classiquement connu. C'est vrai qu'il faut un peu généralement expliquer de quoi ça parle, mais c'est la création de la femme idéale par Thomas Edison, le véritable savant dont se sert Villiers de l'Isle-Adam, qui, voyant le chagrin d'un jeune ami qui s'appelle Ewald, qui est bouleversé par une histoire d'amour parce que il est fou amoureux d'une femme qui est la beauté incarnée, qui est l'incarnation de son idéal physique. Mais malheureusement, son âme est laide. C'est une femme stupide, immorale, et c'est la cause d'une immense souffrance pour lui. Parce qu'il y a une contradiction irréconciliable entre son apparence, sa beauté extérieure et sa laideur intérieure. Et il est au comble de la souffrance et du coup il veut se suicider. Et Edison lui dit « Ne vous tuez pas tout de suite, cher ami, j'ai une proposition à vous faire. Je travaille sur un projet depuis un moment. Je cherchais justement un candidat idéal pour ça, quelqu'un qui puisse me prêter, en quelque sorte, le corps d'une femme pour achever mon expérience. Nous allons incarner la femme de vos rêves avec une âme digne d'elle, en fait, digne de son physique. Et du coup, on va avoir la plus belle femme intérieurement et la plus belle femme extérieurement, réunies en la même. Et on va créer comme ça une femme, idéale, une nouvelle Ève, une Ève future, une femme robot. Donc c'est un peu de la SF, c'est un peu du fantastique quelque part. Et voilà, donc j'ai adoré, donc forcément quand je me suis un peu renseigné sur des éditions collector, voir s'il y avait une belle édition de ce livre, et donc j'ai pas été déçu parce que j'ai découvert cette édition là. Alors oui, c'est une édition de Pierre-Jean Castex. Alors c'est pas Castex le ministre, c'est Pierre-Jean Castex, un spécialiste de littérature, je vous rassure. Voilà, et donc c'est une très belle édition. C'est pas vieux, ça aussi. Je l'ai payé pas méga cher, mais peut-être quand même 25-30 € parce qu'il a fallu que je la trouve d'occasion sur le marché de l'occasion, sur eBay, je crois. Celle-là, je l'ai eu sur eBay. Club du meilleur livre, voilà. C'est numéroté, c'est une édition numérotée. Je sais plus où est le numéro de l'édition. Voilà, exemplaire numéro 3101. Cet ouvrage composé, etc., a été achevé d'imprimer le 15 mai 1957. Donc vous voyez, c'est comme les années 50, ça date un petit peu. Achevé d'imprimer le 15 mai 1957. L'édition a été limitée à 6000 exemplaires, numérotés de 1 à 6000.
Elle comprend en outre 150 exemplaires numérotés de 1 à 150, destinés aux membres actifs du club. Exemplaire numéro 3101. Voilà, l'exemplaire numéro 3101 de cette collection, de cette édition limitée à 6000 exemplaires de l'Ève Future, absolument magnifique. Voilà, avec les titres comme ça. Voilà. Donc ça me tient vraiment à cœur. Avec en plus des manuscrits, hein, ils ont mis comme ça des extraits de manuscrits de Villiers de L'Isle-Adam. Donc voilà, vous avez des petits documents comme ça, bien sympa. Et surtout, l'attraction principale de cette très belle édition, outre le fait que c'est un bel objet, avec une couverture qui fait un peu velours comme ça, velours rouge, très joli. La principale attraction, c'est la créature elle-même, c'est la femme, c'est Adali. Et du coup, vous avez cette double page avec marqué Adali, avec le sarcophage qui abrite la femme robot, Adali, de son nom. La créature s'appelle Adali. Et vous voyez, il y a une transparence, il y a un transparent. Et donc en fait, quand vous soulevez le voile d'Adali, vous avez son apparence comme ça, qui se dévoile. Et vous pouvez encore soulever. Voilà. Vous avez du coup le squelette du robot qui apparaît. Vous voyez, au fur et à mesure que vous soulevez les pages, en fait, le robot se dénude devant vous. Et donc, pour finalement retrouver son apparence première. Donc ça, c'est vraiment de toute beauté, quoi. Ça, c'est vraiment magnifique. Ça me tient très à cœur, parce que vu l'importance de l'ouvrage pour moi, ça fait tellement plaisir d'avoir une version collector de ce livre. Vraiment, j'adore. Alors on passe à un autre de mes favoris, une autre de mes éditions favorites dans cette collection de beaux ouvrages. C'est celle de Gatsby le Magnifique, de Scott Fitzgerald, donc The Great Gatsby. Et on retrouve la collection Hauteville. Donc c'est celle où il y avait les liaisons dangereuses en fait. Hein. C'est la même que pour les liaisons dangereuses que je vous avais montré. Eh bien, ils ont récidivé. Ils viennent de faire paraître, parce que c'est tout récent. Au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est paru à l'automne 2021. Donc c'est vraiment, c'est paru je crois en novembre 2021. C'est tout récent. Donc c'est pas du tout une édition ancienne, hein, c'est tout sauf ancien, c'est tout à fait récent. Mais en revanche, c'est un très très bel objet. Alors vous voyez, 24,90 €, là c'est 25 €, donc c'est tout à fait trouvable partout. Et voilà, et donc c'est juste une magnifique édition de Gatsby le Magnifique, The Great Gatsby, qui est un roman que j'adore, un grand roman américain, qui a été adapté par Baz Luhrmann plus récemment, en 2013, si je ne m'abuse, 2012 ou 2013. Et puis, avec Leonardo DiCaprio dans le rôle de Gatsby. Et puis il y avait une adaptation avec Robert Redford quelques années auparavant, dans les années 70. Et voilà, donc un grand classique de la littérature américaine. Un très très beau livre sur l'amour, sur l'espoir aveugle, sur la superficialité du grand monde. Un roman des années folles, hein, c'est un roman... typiquement un roman des années folles, et justement, les années folles sont les années de l'art déco, ce qu'on appelle l'art déco. Alors l'art nouveau, ce qu'on appelle l'art nouveau, c'est en gros, ça peut être entre autres illustré par les travaux de Alphonse Mucha, ou Moura, je crois qu'on dit Moura, Alphonse Mucha ou Alphonse Moura, le peintre, je vous laisse chercher si vous voulez, donc ça c'est typiquement l'art nouveau. Ça en revanche, ce qu'on voit là, c'est ce qu'on appelle l'art déco. Alors l'art déco, les geeks et les gamers connaissent grâce à un jeu vidéo, c'est BioShock. BioShock typiquement qui met en scène une cité engloutie et une cité utopique qui a été bâtie pile dans les années 1920-1930, qui sont les grandes années des années folles et puis de l'art déco. C'est vrai que l'esthétique de BioShock est basée sur l'art déco. Donc on retrouve en fait ces motifs comme ça, ces motifs comme ça en symétrie, comme ça, des figures un peu géométriques, l'esthétique des bâtiments comme ça avec des buildings. Donc on connaît un peu l'émergence des buildings à New York, des bâtiments qui s'élèvent. L'esthétique des coquillages aussi, toute cette esthétique comme ça qui fait un peu coquillage, c'est typiquement de l'art déco, ces motifs-là. Voilà. Et donc c'est parfaitement pertinent parce que Great Gatsby ça se passe pile à l'époque de l'art déco, et donc cette illustration déjà, les titres, vous voyez, typiquement c'est ces structures-là comme ça, ces formes emboîtées comme ça là de géométriques et tout, de lignes droites et tout, ces encadrés là comme ça, avec les couleurs dorées, c'est typiquement de l'art déco.
Donc c'est quand même magnifique de voir en fait s'harmoniser comme ça le style esthétique de l'édition avec l'époque de son récit et l'époque de sa parution. Voilà, donc là en fait, typiquement ça illustre en plus l'ouvrage parce que Gatsby, donc c'est quelqu'un qui, un riche homme qui est fou amoureux d'une femme qui s'appelle Daisy Buchanan. Et en fait, pour l'attirer et pour la séduire, il organise des fêtes fastueuses où il espère qu'elle se présentera. Et donc, voilà, les fêtes fastueuses sont illustrées là en fait. On voit les gens en train de danser, les silhouettes en train de danser. On voit Gatsby qui est là dans l'encadrement de la porte. Le beau titre, la lumière verte, très importante, la lumière verte que contemple Gatsby, avec les derniers mots du livre. Gatsby avait foi, croyait en la lumière verte. Voilà, donc les feux d'artifice, vous voyez les motifs qui font plus rappeler un peu aussi les coquillages, tout ça. C'est magnifique. J'ai rien que la couverture, franchement, c'est de toute beauté. Mais alors, vraiment, l'intérieur est tout aussi magnifique. Hop. En plus, la traduction, elle est parfaite. Franchement, la traduction, c'est exactement la bonne traduction. Vraiment, moi, j'adore cette traduction-là. C'est la meilleure traduction possible. Donc voilà, vous voyez les encadrés, etc. À Zelda, une fois de plus. Zelda, c'était la femme. Zelda Fitzgerald, bien sûr. Et vous voyez, j'adore la présentation comme ça des chapitres. C'est magnifique. Voilà, chapitre 1, avec, vous voyez, le petit encadré à nouveau très art déco. La pagination, pareil, avec une illustration très art déco. C'est à nouveau très aéré. Le papier est agréable, consistant. C'est très beau. Le papier est bien blanc. L'écriture se détache bien. Là, le début, les premiers mots, à chaque fois de chaque chapitre, dans m'attendre. Vous voyez, là, c'est écrit en lettres un peu dorées comme ça. C'est magnifique. Donc déjà, vraiment, là, niveau typo, il y a vraiment quelque chose d'aéré, de joli. Mais en plus, il y a des illustrations. Et les illustrations sont extraordinaires. Parce que là encore, respecte le côté art déco. Alors, vous voyez, là, c'est le fameux détroit, en fait, où se passe l'intrigue, avec le château de Gatsby qui fait face à la maison des Buchanan, de Daisy, avec les feux d'artifice de la fête, tout ça. Donc, de toute beauté, le petit cottage où ils se rencontrent. Donc, très très beau. Voilà, je vais essayer de vous montrer les illustrations parce que vraiment elles sont superbes. Il y a vraiment un respect de l'ambiance, de l'esthétique année folle. Qu'est-ce que c'est aéré, c'est vraiment, ça respire, c'est mon qu'on puisse dire. Vous voyez, Gatsby qui contemple la lumière verte qui est là, voilà, sur la jetée. Donc c'est vraiment magnifique. Alors ça peut paraître simpliste, les dessins peuvent paraître pas dingues, dire ouais, bon, c'est pas dingue, mais oui, mais justement. Mais c'est pas que ce soit dingue l'important c'est que ça respecte vraiment cette atmosphère et cet esthétisme des années folles de l'art déco. Vous voyez là, c'est vraiment génial avec la fameuse publicité avec pour les lunettes, la ville au loin, la ville avec les lumières, tout ça et tout, le train vraiment de toute beauté. Je vais passer un peu vite pour aller sur les illustrations. Regardez, alors ça je crois que c'est un des dessins les plus années folles et les plus art déco de l'ouvrage. Vous voyez, ça c'est typiquement l'esthétique art déco. Là on est vraiment dans... Là on croirait entendre du Gershwin, quoi. Vous savez, Gershwin, Rhapsody in Blue, le fameux air très célèbre associé à New York. Voilà, donc c'est vraiment magnifique là. On pourrait entendre le jazz, on pourrait entendre le charleston. Voilà, on sent les plumes, on sent les étoffes, on sent les perles qui ornent les robes des femmes, etc. Typiquement cette esthétique comme ça qui est superbe, associée tellement à la fête, les grandes fêtes. Même le Nouvel An encore aujourd'hui se fête souvent avec l'esprit année folle, avec des costumes année folle, parce que c'est la grande époque des belles fiestas. Vous voyez, des illustrations comme ça qui s'invitent dans les pages. Hop. Alors je sais pas où sont les illustrations, je regarde un peu plus vite. Hop. Oui, on n'est pas envahi. Il y a essentiellement le texte qui respire beaucoup. Ça respire vraiment énormément, avec un grand interligne, une écriture d'une taille raisonnable. Oui, ça c'est excellent, vraiment les personnages incrustés dans les pages. Regardez, ça c'est pareil, c'est magnifique. Ça c'est vraiment encore et toujours de l'art déco comme on l'aime. Avec ce plan de la voiture comme ça, les croisements, les faisceaux comme ça de lumière et tout, les motifs, c'est de toute beauté. De toute beauté. Gatsby qui... Bon, spoiler, désolé, le truc a 100 ans.
Gatsby qui était tué par une balle dans le dos. Vous voyez, le dessin est pas dingue a priori. On se dit comme ça, ouais, c'est pas ouf. Mais c'est pas tant la question, c'est que c'est le style esthétique, c'est comme ça limite que ça aurait été dessiné à l'époque en fait. C'est vraiment des illustrations comme ça, un peu en 2D, façon un peu art déco, les motifs, les symétries, tout ça, c'est vraiment parfait quoi. De toute beauté. Vous voyez une dernière illustration avec la lumière verte, les coupes de champagne, les bouteilles vidées, tout ça, la ville au loin, enfin c'est vraiment superbe quoi. Vraiment tout à fait superbe. Voilà pour Gatsby. Donc ça, c'est une de mes éditions préférées. C'est une magnifique acquisition. Je suis bien content de d'avoir mis la main dessus. Bon, la lumière est en train de tomber là. Je suis en train de perdre de la lumière, donc j'ai allumé le nanolith et comme ça, voilà, on voit un peu mieux les ouvrages. Donc peut-être l'occasion de repasser un peu sur le Gatsby avec une meilleure lumière. C'est vraiment magnifique. Et puis bon, après tout, comme c'est un ouvrage très festif, justement plein de lumière lui-même, et en même temps empreint d'une si belle mélancolie. C'est peut-être ce serait peut-être dommage de se priver d'un meilleur éclairage, donc bon, je le survole comme ça pour le plaisir des illustrations. Hop, voilà. Je repasse juste sur les illustrations art déco que je trouve si magnifique et tellement dans le mille par rapport à l'ambiance du roman et son époque. Celle-là quand même vraiment extraordinaire. Vraiment incroyable. Et l'illustration finale. Toute beauté. Avec la lumière verte. La ville au loin. Encore en construction. Hein. Les bâtiments se construisent. Hein. Les buildings que nous connaissons aujourd'hui. Le New York d'aujourd'hui se construit. Les bouteilles vidées. Les verres cassés. Un petit goût de fête achevé. Magnifique. Pour le plaisir, juste la lecture des derniers mots de The Great Gatsby, hein, la fameuse phrase finale. Gatsby avait foi dans la lumière verte, l'avenir orgastique qui d'année en année recule devant nous. Il nous échappe alors, mais qu'importe. Demain, nous courrons plus vite, nous étendrons nos bras plus loin. Puis, par un beau matin, et nous gardons ce cap, esquif à contre-courant, ramené sans cesse vers le passé. Alors, vous voyez, les éditions nous rappellent les autres titres disponibles, donc du Jane Austen à fond, Orgueil et Préjugés, Journal du Monsieur Darcy, Emma, Raison et Sentiment, Persuasion, Northanger Abbey, donc tout ça c'est du Jane Austen. Et donc, les petits nouveaux, Les Liaisons Dangereuses, je l'ai, Madame Bovary, je l'ai pas et je le veux pas, j'aime pas assez ce roman, et Gatsby le Magnifique, donc. En espérant qu'il y en a d'autres, qu'il y en ait d'autres, et puis que ce sera des livres sympas, des bons choix d'ouvrages, et puis des belles éditions. Ça peut être très sympa. Alors vous voyez, je vous parlais des éditions Barnes & Noble, dans lesquelles j'ai La Divine Comédie. Et je vous disais que c'était donc des éditions américaines, donc les textes sont forcément en anglais, mais des très belles éditions. Vous voyez, ça c'est un Barnes & Noble aussi. Alors, il a peut-être pas la majesté de La Divine Comédie, mais ça reste quand même très joli. Une très bonne couleur comme ça, pourpre, plutôt bien vue pour l'univers d'Alice. Voilà, I've often seen a cat without a green, but a green without a cat, it's the most curious thing I ever saw in my life. Voilà, donc Alice au Pays des Merveilles et de l'autre côté du miroir, donc c'est génial parce que c'est les deux textes d'Alice au Pays des Merveilles avec les illustrations, les célèbres illustrations d'époque qu'on retrouve aussi dans la Pléiade, tout ça, les dessins qui sont restés fameux. Et donc c'est le texte intégral avec les illustrations. Alors moi qui adore Alice au Pays des Merveilles, évidemment, là avec la VO en plus, le texte original, tout ça, les dessins originaux. Donc on n'est pas loin du facsimilé quasiment à ce stade-là. Donc ça c'est vraiment génial quoi. Hop. Ça fait vraiment plaisir. Mad Tea Party. Bon ça c'est une partie très connue d'Alice évidemment. Le thé, le non-anniversaire et le thé chez le Chapelier Fou. Hop, voilà. Donc, très très belle édition de Barnes & Noble. Hop, pour ce classique de la littérature enfantine, mais pas que enfantine, parce que vraiment,
qui dit tellement de choses assez justes sur notre monde et tellement passionnant. Et alors cet ouvrage-là, quelqu'un qui nous regarde peut-être probablement le reconnaîtra, puisque c'est un cadeau de cette personne, d'une membre, je dis bien une membre de la communauté. C'était à l'occasion du Secret Santa, du Père Noël Surprise du Salon 111 l'année 2020, Noël 2020. On se tous fait des cadeaux au Salon 111, selon qui on avait pioché. Et donc cette personne a été tombée sur moi. Elle se reconnaîtra. Et donc elle m'avait offert ce volume. Bon, en piochant ma wishlist, elle avait triché, évidemment, elle avait été là, moi évidemment, j'ai une wishlist, donc elle pouvait pas se tromper. Mais elle avait quand même choisi parmi tant d'autres possibilités cet ouvrage-là, et c'était très bien vu de sa part, et c'est vraiment, ça me fait très plaisir, parce que j'adore cette édition, et j'adore cette œuvre. Donc ça me fait très plaisir d'avoir un collector d'Alice au Pays des Merveilles. C'est un très joli dos de livre. On reste dans les classiques de la littérature anglo-saxonne, avec quelque chose d'un petit peu plus récent qu'Alice, qui date des années 50 en gros. C'est Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, comme le dos des livres l'indique. C'est vrai que c'est pas évident quand on la regarde de face, mais sur le dos des livres, c'est clairement marqué. Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, illustré par Alan Lee. Et voilà, Le Hobbit de Tolkien. De très belles éditions cartonnées, voilà, épaisses, etc. Avec le fameux logo de Tolkien, J.R.R. Tolkien. Cette édition-là, c'est celle que j'ai depuis plus longtemps. Celle-là, je l'ai eue vers 2002, 2003, je crois. Quand les films sortaient, il y avait évidemment beaucoup d'éditions qui étaient vendues. Et c'est là, alors j'ai perdu le papier qu'il y avait dessus. Il y avait un papier dessus qui n'était pas en même temps magnifique, mais il y avait une illustration d'ailleurs qui montrait l'entrée à la porte noire avec Gollum et Frodon et Sam qui sont cachés comme ça derrière les rochers et qui regardent les portes noires s'ouvrir. Black Gates Open. Et donc, c'est le titre de la piste dans la BO, c'est pour ça. Et donc, donc il y avait cette édition, donc j'ai perdu le papier, mais l'essentiel c'est le volume lui-même, qui fait plus ancien. Et c'est une édition donc, illustrée par Alan Lee, le grand illustrateur, le célèbre illustrateur du Seigneur des Anneaux, donc celui dont s'est inspiré évidemment Peter Jackson pour adapter les livres. Voilà, donc on retrouve après toutes les caractéristiques d'une édition de Seigneur des Anneaux avec les cartes, évidemment. Là, les illustrations d'Alan Lee, donc la comté, le tracé de la carte, voilà. Donc une édition très aérée, pareil, des grandes pages qui respirent, un papier sympa, voilà, petites illustrations bien sympas aussi. Hop. Donc voilà, je sais plus combien ça coûtait, c'était un cadeau de ma mère, j'étais adolescent là, donc là on est dans la Moria là typiquement, Balin, la tombe de Balin. Hop. Tac. Voilà, donc écoutez, il n'y a pas grand chose à dire sinon, juste que c'est stylé, que c'est des grandes pages bien aérées, que la typo est agréable, que le papier est agréable aussi. Donc c'est quand même cool d'avoir le texte intégral, les 3 volumes comme ça, réunis dans un bel ouvrage bien solide, avec son petit air ancien. Hop, ouais. Et donc, Bilbo le Hobbit, même principe, vous voyez, mêmes éditions, et puis même principe comme ça, alors cette fois avec un bleu vraiment bien prononcé, avec le dragon Smaug, le motif du dragon Smaug, avec un coffret, un fourreau assez original, hop, tac. Et alors cette édition, c'est pas vraiment un cadeau, donc c'est en fait, quand j'étais bénévole aux Utopiales, c'est typiquement le genre d'ouvrage qu'on vendait, parce que c'est un festival de SF et de fantasy à Nantes. Donc on avait la plus grande librairie d'Europe éphémère sur la SF et la fantasy. Donc j'étais bénévole là-bas. Et en fait, on avait le droit à 100 € de livres à la fin du bénévolat. On a le droit de se prendre 100 € de livres dans la librairie. Et généralement, je savais pas quoi prendre. J'avoue que c'est pas des choses que je lis, donc du coup, je savais jamais quoi prendre. On m'aurait lâché pour des classiques, j'aurais atteint les 100 € en 5 minutes. Là, j'avais toujours du mal, en fait, au point qu'à la fin, je prêtais carrément mon budget à des camarades. Mais bon, parmi les choses que parfois je trouvais, qui trouvaient grâce à mes yeux, oui, classique un jour, classique toujours, même dans l'ASF et la fantasy, je craque pour les classiques. Et du coup, cette édition du Hobbit, particulièrement collector, qui est assez cher, vraiment, elle a coûté très très cher.
Et en plus, c'est une édition de luxe, vous voyez. Et bien, du coup, voilà, m'a tenté. Avec les signatures de Tolkien, très jolies. Et donc voilà, édition du Hobbit. Avec quelques illustrations aussi. La carte, quand même, superbe. Voilà. On a la carte. Hop. Et voilà, donc je m'étais pris ça. Voilà, dans le budget qui m'était alloué. Et je crois que ça pesait lourd dans le budget. Je crois que ça m'avait déjà bouffé 40 ou 60 euros, je sais plus, à lui tout seul. Mais bon, écoutez, moi ça valait le coup. Et comme ça, voilà, j'ai le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux au complet. Le Hobbit. Ah non, j'ai pas le Silmarillion. Certains diront attention, t'as pas tout. Non, c'est pas vrai, t'as pas le Silmarillion. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai rien dit. Les puristes, rangez vos armes. Voilà. Donc, bon, écoutez, très sympa. Très belle édition aussi. Je sais pas si elle se trouve encore, celle-là. Je suppose que oui, j'en sais rien. Hop, je sais pas si elle était vraiment limitée. Alors, petit bonus, parce que c'est un ouvrage qui n'était pas dans l'étage de ma collection. Je l'ai mis ailleurs, celui-là est dans mon rayon 18e siècle, et pour cause. Mais voilà, je fais un petit bonus sur celui-là, qui n'est pas du tout un ouvrage du coup de type cartonné ou alors solide comme ça, un peu ancien. C'est quelque chose de très récent, qui a une fabrication beaucoup plus classique de livres d'images, quoi. Voilà, donc c'est un peu différent, un peu à part, mais je tenais quand même à l'évoquer, à le nommer, parce qu'en plus c'est une récente acquisition. Pareil, c'est très nouveau. Ça date de l'automne 2021. Encore une autre parution, vous voyez, de cet automne 2021 très chargé en sortie. Donc c'est très très récent au moment où j'enregistre cette vidéo. Ça vient de sortir, mais voilà, je tenais à le citer parce que c'est quand même magnifique. Voilà, c'est un très très bel ouvrage pour ceux qui s'intéressent au XVIIIe siècle, pour ceux qui s'intéressent à la littérature libertine, au sens très large, le libertinage, donc vraiment en gros l'essentiel du XVIIIe siècle, voilà, vraiment. Donc bien sûr érotique en partie, mais pas que. Ça inclut l'encyclopédie, ça inclut les lettres persanes, ça inclut tout ça. Donc c'est vraiment le XVIIIe siècle au sens le plus large, de Marivaux Assad. Et c'est juste magnifique, en plus établi par Michel Delon, qui est un de nos plus grands spécialistes en France sur le sujet. Donc c'est vraiment en plus un ouvrage de spécialistes, connaisseurs, raisonnés. Voilà, c'est vraiment documenté. Et c'est génial, parce que c'est à la fois une anthologie, non pas tant exhaustive sur la durée des textes, parce que c'est que des extraits, c'est une anthologie, donc ce sont des extraits, mais en tout cas hyper exhaustive au niveau de la variété des auteurs et des titres. Il y a quasiment tous les auteurs, voilà, en fait, tous les auteurs incontournables du XVIIIe siècle, et même certains moins connus, et des textes, voilà, pareil, essentiels. Donc c'est vraiment, voilà, déjà une anthologie littéraire incroyable, c'est vraiment des textes, il y a de la lecture dedans, c'est vraiment les extraits de textes. Mais en plus, c'est blindé d'illustrations que même j'ai jamais vues. C'est un des plus grands rassemblements de tableaux du XVIIIe siècle que j'ai vu. Et voilà, donc ça fait à la fois livre de musée, livre d'illustration, en même temps anthologie du XVIIIe siècle avec un beau survol des plus grands textes de l'époque. Donc c'est incroyable. Vraiment, voilà, donc on va le survoler, mais c'est vraiment un ouvrage extraordinaire. Voilà, à la fois un bel objet et un objet intelligent, vraiment très bien conçu. Voilà, déjà vous voyez le niveau des illustrations, tout ça, voilà, donc c'est des peintures d'époque, c'est toutes les gravures, les peintures d'époque, vous voyez, il y a le sommaire, donc en plus c'est classé par thème, vous voyez, donc séducteur et séductrice, ailleurs, donc ailleurs c'est tout ce qui est dépaysement, vous voyez, les mille et une nuits, on retrouve les mille et une nuits d'Antoine Galland, forcément, l'époque de l'orientalisme, les débuts de l'orientalisme, avec Montesquieu, les lettres persanes, Crébillon, le sofa, donc effectivement toutes les références en matière de dépaysement. Il n'y a pas les suppléments voyage de Bougainville, à ce que je vois. C'est bizarre ça par contre, il n'y a pas Bougainville, mais enfin bon. Le savoir-vivre, les premiers émois, les idées, les confidences, les romances, carnets secrets. Donc voilà, et tout ça avec autant d'auteurs. Vous voyez, il y a Sade, Chamfort, Diderot, Buffon, Rousseau, Prévost bien sûr, Manon Lescaut, Beaumarchais, Voltaire, André Chénier bien sûr. Mais il y a tout le monde, il y a vraiment tous les principaux auteurs du XVIIIe siècle. Donc c'est blindé, c'est magnifique. Voilà la préface. Et c'est que des peintures comme ça, c'est que des tableaux comme ça. Donc il y a vraiment tout ce qui s'est fait, voilà, à la fois d'essentiel en texte au XVIIIe siècle de libertin,
voyez, séducteur, séductrice, hein. Les introductions de parties sont comme ça, magnifiques. Donc déjà, vous avez le titre comme ça, avec une illustration. Et vous avez un avant-propos chaque fois de Michel Delon, du critique, qui vous présente un petit peu les tendances de cette catégorie, de cette époque et tout. Voilà, vraiment avec des thématiques. Donc c'est extraordinaire. Voilà, regardez la beauté des portraits, quoi. C'est de toute beauté. Bon, ça c'est hyper connu, hein, avec cette posture comme ça, voilà, cette nudité, là, voilà, la pose. Enfin, c'est un des tableaux libertins les plus connus. Hein. Mais voilà, quoi. Regardez comme c'est beau. Donc c'est blindé d'illustrations, de tableaux qu'on n'a jamais vu reproduits dans un livre. C'est exhaustif aussi bien dans l'iconographie que dans la bibliographie. C'est exhaustif à tout niveau. Donc cette exhaustivité, elle se rêveur, quoi. La vie de Marianne, hein, Marivaux. Voilà, les éventails d'époque et tout. Hop, voilà. Je peux vous parcourir comme ça tout le livre, hein. Vraiment, là, c'est cadeau, là. Mais bon, très bel objet. Alors, voilà, encore une fois, les pragmatiques, très très beau détail comme ça, ouais, de ce pied comme ça un peu courbé. C'est l'érotisme par excellence. Hein. Oh là, qu'est-ce que c'est joli. Les petits souliers comme ça et tout, la robe, la pose, la délicatesse de la main comme ça, très maniériste. Et puis le visage. Les mecs, ils ont la classe, ils ont tous la prestance et tout. Ouais, donc non, les pragmatiques me diront, bah alors ça coûte combien ça? Parce que dis donc, c'est un sacré bouquin, bah dis donc, ça va pas être donné. Effectivement, celui-là, c'est bizarrement le plus cher de tous ceux que vous avez pu voir. Je vous ai montré que des ouvrages qui étaient soit très bon marché, genre un truc d'occasion à 3 euros, soit des trucs à 40, 50 euros à la rigueur. Celui-là, c'est 80 euros. Mais ça fait, c'est combien de pages? Ouais, d'accord, bah, celle-là, c'est pas la plus pudique, celle-là. Hein. J'espère que YouTube va pas gueuler. Hein. Je sais pas si c'est considéré comme de... Je sais pas comment ça compte, c'est des tableaux, c'est de la peinture, mais ils sont tellement cons aujourd'hui, la bande à Facebook et YouTube, que là, ça y est, là, ils vont croire que je fais du porno, là. Voilà, donc là, je me dis, je vais avoir des ennuis, je suis obligé de déclarer la vidéo, je vais pouvoir la démonétiser, celle-là aussi. Et ça y est, ça va être le drame, là. Alors, attendez, il y a combien de pages? Il y a 500 pages. Ouais, alors là, on a carrément des tubs, là. Alors là, ça y est, c'est l'escalade de l'horreur, là. Bon, bah écoutez... C'est la revue de cul de l'époque, hein, voilà. Hein, à l'époque, hein, il n'y avait pas Playboy, hein, il n'y avait pas, même pas les sites porno, bien sûr, n'oubliez Pornhub. Hein. Donc à l'époque, il y a ça. Voilà, à l'époque, hein, ça c'est les revues de cul de l'époque. Voilà, regardez, voilà, tranquille, hein, voilà. Bon, écoutez, hein, tant qu'à faire, hein, on empoigne la fesse de la demoiselle, qui a l'air un petit peu surprise, hein, voilà, un peu prise au dépourvu. Un peu de culture du viol aussi, vous en reprendrez bien un petit peu aussi. Hein. Allez, on va s'éclater. Voilà, ça, vous reconnaissez cette illustration, elle est là, elle est sur la couverture. Voilà, donc bah, écoutez, allons-y hein, pour la farandole du sexe, hein, tant qu'à faire. On va se faire plaisir, moi je dis, hein, quitte à se faire censurer. Imaginons, bon, ce serait con, hein, ce serait méga con, mais bon, on est chez les cons, on est chez les fous, donc... il est joli ce visage aussi. Hein. C'est les visages aussi qui sont magnifiques. Hein, Voilà. Bon bah écoutez, j'aurais presque pu vous montrer mon volume des Kama Sutra tant qu'à faire, hein, parce que j'ai les Kama Sutra. Alors hein, c'est pas aussi cochon qu'on croit les Kama Sutra. Hein, c'est ce qu'on en a fait, mais en fait c'est un très bel ouvrage ancien avec des belles gravures d'époque et puis beaucoup de textes hein, et un vrai manuel de savoir-vivre amoureux. Voilà, donc c'est plus délicat qu'on croit le Kama Sutra, mais Kama Sutra, mais enfin bon, quand même, voilà, peut-être que j'en pourrais limite le montrer. Voilà, donc hop. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est jolie cette demoiselle aussi. Je m'aperçus d'abord qu'elle rougissait, mais je présumais trop de son penchant à l'amour pour craindre que cette vue ne produisît un effet contraire à celui que j'en espérais. Voilà. Oh bah très connu, hein, le verrou de Fragonard. Le verrou de Fragonard, c'est le tableau culte hein, qui sert souvent d'illustration pour les liaisons dangereuses. De toute façon, Fragonard, c'est vraiment le peintre, voilà. Alors oui, une nouvelle introduction là. Pour cabinet secret, pas carnet secret, cabinet secret. Hop, voilà. Écoutez, on se fait plaisir. Oh bah là, bah, tranquille. Là, carrément, la petite scène d'onanisme féminin, comme on aime. Hein, Ah, c'est très joli. Hein. C'est délicat. C'est de l'érotisme, hein, c'est vraiment l'érotisme. À ce stade-là, c'est plus de la cuisine, c'est de l'érotisme. Oh bah là, là. Oh bah là, on va avoir des emmerdes. Là, ça y est, c'est fini. On a carrément la petite fille fesse nue. Ah bah là c'est fini là on a carrément une petite fille fesse nue qui joue avec son chien, avec les pieds, tout ça, bah là c'est fini, alors là c'est bon, ok c'est bon, la vidéo est morte, bonsoir messieurs dames, la chaîne est morte, au revoir tout le monde, merci de m'avoir suivi, c'était un plaisir. On est foutu là, il va nous foutre dans la merde ce bouquin, il va nous foutre dans la merde, c'est de l'art, gros lard, mais bon écoutez, hein. C'est ce qu'on dira à la police, c'est de l'art, voilà. Oui mais cette petite fille fesse nue, mais c'est de l'art,
Ah là là. Bon, bah écoutez, bah, c'est très joli, hein, franchement. Vraiment, c'est toute beauté. Voilà, donc vous voyez, c'est à la fois un magnifique recueil de textes et puis en même temps que vous avez un beau survol du XVIIIe siècle et de la littérature de cette époque-là, des plus grands auteurs, eh bien vous avez en plus un voyage pictural incroyable. Donc vraiment, le voyage est complet là. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est jolie cette peinture aussi, cette demoiselle qui lit sa lettre là. Pff, le corset, tout ça, le visage. C'est très connu aussi ce tableau-là, de toute beauté quoi. Le voile, ce petit visage comme ça. Bon, on aime beaucoup les visages enfantins à l'époque. Hein. On aime beaucoup les visages juvéniles comme ça. Les femmes qui ont un visage juvénile, regardez même celle-là qui a les cheveux blancs, hein, qu'on n'imagine pas si jeune que ça, bah voilà, elle a un visage comme ça très juvénile, avec un petit air mutin. C'est magnifique, le petit éventail, tout ça. Pff. Les mecs, ils ont la classe. Oh là là. Quelle époque, messieurs, dames, quelle époque. Hop. Génial. Le mec, il s'appelle. C'est Lettre à Madame Godeville. Hein. Tout est dans le. Tout est dans le titre. Hein. Très joli ça. Hop. Bon voilà, écoutez, hein, vous aurez au moins eu un petit aperçu de l'ouvrage, vous l'aurez survolé, parce qu'en fait il est souvent emballé dans le commerce, donc du coup vous pouvez pas regarder à l'intérieur, savoir ce que vous achetez. Bon là au moins, si vous voulez sauter le pas des 80 €, vous savez au moins ce que vous achetez. Voilà, et donc ça peut valoir le coup. Voilà, donc spoiler, je vous ai complètement spoilé l'ouvrage, mais enfin bon, c'était histoire de... Hop. Bon allez, puisqu'on est dans le cul, hein, on est plus à ça près, on va se faire les Kamasutra, écoutez, hein, parce que bon, c'est pas vraiment un bel ouvrage spécialement, c'est pas dingue, hein, c'est pas fifou, mais bon, écoutez, voilà, c'est de la littérature quand même, on va dire, hein, c'est de l'histoire, voilà, et puis bon, on est plus à ça près, hein, donc spécialiste Jean Papin qui établit le texte, voilà, allez hop, faites-vous plaisir. Alors je dis, vous allez être déçus, hein, c'est pas les trucs qu'on fait hyper vulgaires d'aujourd'hui, hein, c'est vraiment les illustrations d'époque, c'est le texte, voilà, bon, écoutez, bon, je pense que voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Faites-vous plaisir, hein, vraiment, si vous pouvez apprendre 2-3 choses. Hein, expérimentez-les pour moi parce que j'ai peur de ne pas pouvoir le faire. Donc voilà, bah écoutez, bon, on est dans du classique, hein, voilà. Bon, enfin, on est dans un dessin d'époque. Mais c'est très joli, c'est un charme monstrueux. Bon, c'est un charme monstrueux. Au moment où je dis un charme monstrueux, il y a ça. Bon, ouais, bon, comment dire, hein ok. Oui, bon, voilà. Mais le texte est superbe, hein. Les Kamasutras, c'est passionnant, c'est pas du tout ce qu'on croit, hein. C'est vraiment très joli. Oui, bon, je sais pas, il lui tient la vulve dans sa main avec un outil, je sais pas si c'est un forceps, hein, je sais pas. Texte. Elle fume sa petite chicha tranquillement pendant ce temps-là. Donc, tout va très bien. Hein. Ah, c'est joli ça. Ouais, c'est cette image-là. Volupté d'essence. Bah, en même temps, c'est l'union sexuelle. Là, on est vraiment dans le vif du sujet. Volupté d'essence, les différentes sortes d'accouplement en considération des mesurations, de l'ardeur de la passion, de la durée. Oui, parce que c'est très technique. Hein. Les Kamasutras, il y a vraiment des compatibilités par rapport à, en effet, à vos dimensions corporelles, à votre tempérament, etc. Les formes d'amour, tout ça. C'est très technique, hein, vous voyez. Hein. Il y a les termes indiens, tout ça. Voilà, donc les 4 étreintes, le baiser, l'art du baiser. Voilà, écoutez. Bon, la morsure, pratique et amoureuse avec des partenaires féminines de différentes contrées. Bon là évidemment on est dans la partie vraiment sexuelle du truc. Hein. Là c'est pas la vie de couple, parce qu'il y a voilà le texte intégral des Kamasutras, c'est vraiment la vie du mariage, la vie de l'homme et de la femme ensemble. Voilà, les femmes qui jouent le rôle de l'homme et prennent l'initiative, la tâche de l'homme. Voilà. La fellation, oparistaka. Voilà, vous serez ravis d'apprendre que c'est l'oparistaka. Donc là, il y a une petite... Voilà, l'asticage. Après le baiser, il lèche entièrement le membre en insistant sur le gland et le branle. La succion de la mangue. L'excitation augmente de plus en plus. L'eunuque prend alors la moitié du linga. Le linga, c'est le pénis. Hein. Le suce et le serre implacablement. La promesse. Selon le souhait pressant de l'homme, l'eunuque absorbe maintenant le sexe tout entier, comme s'il désirait l'avaler, et le presse jusqu'à l'orgasme. Écoutez. Voilà. Hein. Voilà, bon, écoutez, c'est bonus, hein, c'est pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, c'est un petit cadeau, hein, voilà, hein, pour ceux qui ont été sages, qui ont écouté mes explications sur des livres anciens. Bah, écoutez, regardez, petite partie à 3, étrange d'ailleurs, hein, les proportions des personnages sont particulières, mais voilà.
très joli. Hein. Moi j'aime beaucoup les trucs comme ça de courtisane. Disposition courante pour le choix d'une jeune fille à marier. Vous voyez là, on est la recherche d'une épouse. Là, on revient plus à des choses des mœurs, hein, des choses de mœurs. C'est joli ça. Hop. Vous voyez, c'est moi. Là, on a quitté la partie plus sexuelle, donc c'est un peu moins cochon. Bon, j'avais dit ça au moment évidemment. Au moment où il y a des mecs qui font du touche à touche avec leur tub sur la vulve d'une femme, bon écoutez, mauvais timing pour cette remarque, mais bon, voilà. Mais c'est joli ça, c'est joli, c'est vraiment, ça sent le souffle des âges, quoi, c'est l'Inde, c'est magnifique, quoi. La conduite d'une femme fidèle en la présence et en l'absence de son époux. Ah, vous voyez là, on est plus dans le côté traditionnel, là on sent un peu le côté époque, là, attention, là. Ça baise, mais quand même, hein, attention, hein, là, on est quand même dans la tradition, là. Voilà, là ça fait génial quoi, le tigre et tout, hein, façon livre de la jungle. Bon bah ça batifole encore. Hein. Bon là je pense à ceux qui étaient venus vraiment pour entendre parler juste de littérature classique et de bel ouvrage et puis bah de beaux ouvrages et puis bah qui se retrouvent à voir les Kama Sutra, les positions sexuelles. Peut-être que je vous ai pris en traite, peut-être que là je vous ai trahi, je sais pas, certains vont dire mais ça va pas, j'étais pas venu pour ça, j'étais pas venu pour voir des tubs et des positions sexuelles, c'est indécent. Maman, si tu regardes, maman, coucou, salut. Voilà. Alors, quand on m'a considéré. Bref, donc non, mais oui, bon, bah écoutez, tant pis, c'était le petit bonus. Écoutez, ça va, on va pas faire nos doigts blanches, hein, on a vu d'autres. Hein, voilà. Mais c'est vraiment un ouvrage extraordinaire. Les courtisanes à la fin, tout ça et tout, les Kama Sutras, c'est pas ce qu'on croit. C'est plus. Voilà, c'est un vrai ouvrage raffiné de galanterie. Hein. Voilà, bon, bah écoutez, c'est tout. Je vais m'arrêter là. J'ai fait le tour des ouvrages, des beaux ouvrages, des belles éditions que j'ai. Vous voyez, il n'y en a pas des centaines, mais voilà, au moins il y a celles des œuvres qui me tiennent à cœur. Il m'en manque encore quelques-unes parmi mes préférées, mais si je les avais, bah écoutez, j'estimerais que c'est complet. Et, je cours pas spécialement après. Je marche au coup de cœur quand je tombe dessus. Je regarde si j'ai un coup de cœur, ben voilà, je me la procure. Et voilà, je me laisse un peu surprendre. Et donc il y a des très jolies choses. J'espère que ça vous a plu, intéressé, que ça vous a fait peut-être un peu rêver, peut-être donner des envies d'achat ou de cadeaux. Et voilà, et donc bah écoutez, en vous remerciant pour votre écoute, en espérant que la promenade vous ait plu, eh bien, je vous dis à la prochaine, entre autres pour la visite de la bibliothèque au complet. Je vous promets que prochainement, là, je vais m'y atteler, on va faire une mise à jour de la vidéo de la bibliothèque enfin, et on va faire un survol des ouvrages de mes 623 titres, à ce jour en tout cas, et faire un petit survol de l'histoire littéraire, de la littérature de siècle en siècle. Ce sera l'occasion un petit peu comme ça de réviser, j'aime pas le terme, mais un petit peu notre histoire littéraire et notre histoire des idées, d'explorer les siècles et les grands classiques. Et voilà, donc ce sera avec plaisir, j'ai hâte de vous montrer tout ça. En attendant et d'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine. Salut les Happy Few.